Une fois que tu dépasses un bénéfice net d'une entreprise par année de 25 000 $, ça va pas vraiment te changer la vie. Tous les mois, je save par exemple 20% de mon salaire, je mets dans le stock market et je me garde un buffer. C'est important aussi d'avoir du cash pour payer ses propriétés. Préparer pour ton futur, pour la retraite. Il faut que tu le fais maintenant, il faut que tu le fais avec une mentalité agressive. Maintenant, si tu veux avoir la visa en or, vous avez seulement besoin de mettre 24% comme down payment sur la propriété. J'ai ouvert une société ici à Dubaï, je fais mon argent si tout va bien. Cette société à Dubaï, en réalité, serait imposable au Canada. Il faut pas habiter plus que 180 jours au Canada, ni avoir de carte de crédit, de compte en banque ou d'adresse pour éviter le risque d'être requalifié comme résident fiscal canadien. Quand tu déménages ici à Dubaï, c'est pas juste pour économiser les impôts. Quand tu viens ici et tu fais le networking avec des autres personnes, tu vas gagner plus d'argent. Un de mes clients, il est venu avec littéralement rien. Et après 3 ans, ce gars gagne environ 40 000 € par mois. C'est le nouveau rêve américain, finalement, venir à Dubaï. Bonjour à tous, bonjour l'équipe, bienvenue sur le podcast de Capital Nomade, le podcast pour les expatriés. Donc aujourd'hui, des invités de taille. On est avec Kevin McKenzie de GenZone, que je vais présenter dans un instant. Et finalement, là, vous commencez tous à connaître notre bon petit Québécois, Nico. Yes! Donc aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Kevin McKenzie. C'est un entrepreneur canadien installé à Dubaï depuis près de 4 ans. Kevin, c'est le fondateur de GenZone, CEO de GenZone Realty. C'est en fait une entreprise spécialisée dans la création de sociétés et l'immobilier à Dubaï. Son entreprise connaît une croissance remarquable. En seulement quelques années, GenZone s'est imposé comme un acteur clé dans l'écosystème entrepreneurial local. Ils ont reçu des prix, plusieurs. Le Fastest Growing Company de Dubai Setup en 2024 et des distinctions de Elite Partner en 2023 et Gold Partner en 2025, décernées par les Free Zones et les zones franches. On va en parler justement avec Kevin. Et avant de se lancer à l'international, Kevin a bâti une solide expertise en finance et en fiscalité. Il a travaillé comme conseiller chez Desjardins. Donc, tous mes Québécois, vous connaissez très bien cette institution-là. Et c'est un spécialiste, c'est un ancien spécialiste fiscal à l'Agence du revenu du Canada. Donc, la fiscalité, il connaît ça très, très bien. Finalement, il a été diplômé en finance de l'Université d'Ottawa. Puis il combine aujourd'hui rigueur financière, compréhension réglementaire et vision entrepreneuriale. Ça va être un super podcast. Donc, dans cet épisode, on va parler de son parcours, de son installation à Dubaï, des opportunités d'affaires aux Émirats arabes unis et surtout pour vous, en tant qu'expatrié, qu'est-ce que ça fait de venir s'installer ici et de gérer ses finances en tant qu'expatrié. Donc, sans plus attendre, on se lance. Toi, dans le fond, t'es arrivé ici, ça fait, je pense, c'est quoi la date que t'es arrivé, Kevin? C'est en mars, je pense qu'en mars 2022. Alors, Okay. ça fait 3 ans et 11 mois qu'on a établi notre société ici à Dubaï. Super. Et 4 ans. ouais, Wow. presque 4 ans. J'attends pour le 4 ans parce que pour moi, 4 ans, c'est comme, OK, ça fait beaucoup de temps. Ouais. Quand même, 3 ans, c'est beaucoup de temps. Mais ouais, 4 ans. Et honnêtement, c'était la meilleure chose qu'on a faite. Ouais, raconte-nous un petit peu justement ton parcours. Qu'est-ce qui t'a amené à t'expatrier aux Émirats? Je pense que c'est toujours intéressant de connaître l'histoire d'expatriation. Tout le monde en a une différente, un peu les triggers qui t'ont amené à t'expatrier ici. Ouais, honnêtement, pour moi, c'était 2 choses en spécifique. Numéro 1, les impôts, oui. Ouais. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais numéro 2, le climat au Canada. C'était trop froid. Je me rappelle bien, chaque fois que j'étais dans la douche et je sortais de la douche, il faisait tellement froid, même dans la maison, à cause qu'il faisait moins 20 dehors dans la maison. Ouais. Et... Ah, c'est fou. Puis on est aussi venu ici pour ça. Mais tu sais qu'en ce moment, à Ottawa, où tu habitais, il y a une vague de froid. Ouais. En ce moment, il fait moins 50 à Ottawa. Oui. Arrête. Ouais, Oui. Je savais pas. Ottawa, en ce moment, pour les 3 prochains jours, c'est l'endroit où il fait le plus froid dans le monde. En tout cas, c'est pas comme ça normalement. C'est fou, mais c'est c'est fou. fou. Ouais, Ouais. je te comprends. J'avais pas vu. Quelqu'un j'avais m'a pas vu envoyé ça, une wow. photo ce matin avec une photo avec la température. Ouais. Et ça disait, moins 38, mais avec le vent, oui, c'est moins 50. Ah, Ouais, Like, moins feels 50 like moins ressenti. 50. Ouais, Ressenti. exactement. De Tempête toute façon, de c'est neige. fini le Canada, c'est loin derrière Ouais. toi, donc fiscalité et puis température. Ouais. Et honnêtement, ça, c'était la raison pourquoi on a ouvert notre entreprise ici. On avait une entreprise de marketing au Canada OK. et on faisait ça pour 2 ans. OK. Ok. Et ça se passait très bien. OK. Juste trop bien, jusqu'au Ok. point que les impôts, c'était un grand problème pour nous. Ouais. Je me rappelle que j'ai calculé les maths et j'ai parlé avec quelqu'un, il m'a dit « OK, Kevin, tu fais très bien, mais est-ce que tu sais que tu dois payer littéralement la moitié de vos profits en impôts? » Ouais. Je l'ai dit « Oh, wow! Ouais.
Vous avez raison. Ouais. Il m'a dit littéralement, la moitié de l'année que tu travailles, c'est pas pour toi, c'est pour le gouvernement. Ouais. Et j'adore le Canada, je suis très fier d'être Canadien. C'est un très bon pays pour des personnes, mais pas pour des personnes qui gagnent trop d'argent. C'est la vérité. Alors, après environ 2-3 mois de recherche, j'ai fait littéralement des centaines d'heures de recherche. Et j'ai évalué toutes les options. J'ai évalué Bahamas, Paraguay, j'ai évalué Dubaï, les Arabes ici. J'ai tout évalué. Et j'ai vu que, honnêtement, la meilleure option pour moi comme entrepreneur, c'était Dubaï. Et après, littéralement, des mois de recherche, on a commencé le processus d'ouvrir une société ici à Dubaï. OK. Et pendant ce processus, j'ai rapidement vu que, honnêtement, chacun des autres sociétés qui aident pour la même chose, ils n'étaient pas bons du tout. Ouais, t'es pas compétent. Non, pas compétent. Une personne me dit ça, une autre personne me dit ça, le prix c'est ça, c'est ça. Et littéralement, dans notre processus, on a pris l'information des autres personnes et on a gaspillé environ $10,000 en vol, en Airbnb pour littéralement juste du gaspillage de temps. OK. Et ça m'a vraiment fait très fâché contre eux. Ouais. Et à cause de ça, quand j'avais des amis qui m'ont demandé « Oh Kevin, comment vous avez ouvert votre société à Dubaï? » Je leur ai dit « OK, c'est comme ça, mais je peux pas te recommander d'utiliser cette entreprise ou cette agence. » Et à cause de ça, après, je pense que 1-2 mois, j'ai commencé à aider mes amis personnellement pour leur aider à établir leur entreprise, leur société ici à Dubaï. Après environ 15 à 20 personnes, entreprise, société, on a commencé à faire ça comme un vrai business. Et on a arrêté le marketing et maintenant ça fait 4 ans. Fait que ça a commencé avec tes amis avant, en fait. C'est tes amis qui t'ont aidé de fil en aiguille et puis toi, tu t'es dit, bon, ben, wow, je peux aussi leur charger un frais pour faire ça. T'as décidé de faire du volume finalement. Parce que j'ai vu des personnes en ligne qui chargeaient comme littéralement 3 fois le prix normal pour faire le setup. Et oui, ça vaut la peine de payer quelqu'un pour le faire. 100%, ça vaut la peine. Spécialement si les impôts, c'est un problème pour toi, oui, ça vaut la peine. Si c'est $2,000, $2,500, OK. Mais payer 3 fois le montant nécessaire, non, ça vaut pas la peine. Alors moi, j'ai décidé, OK, d'accord, je vais le faire moi-même pour mes clients. Et naturellement, maintenant, on est un des plus grands ici à Dubaï. C'est top, c'est incroyable. Tu as accompagné combien de clients là, depuis le début? Plus de 1000. Plus que 1000 clients depuis le début. Pas clients, mais société. Parce que société, ça, c'est quelque chose que je voudrais faire une distinction parce que dans mes sociétés, on a beaucoup plus de 2000 personnes. Ah oui, parce que c'est des partenaires d'affaires, des associés, ce genre de choses. Je viens juste d'ouvrir une entreprise ici pour quelqu'un qui a fait un fundraising pour $50 millions. Dans cette entreprise, il y a beaucoup de gens. Il y a beaucoup d'employés. C'est pas une personne, non. Mais en général, est-ce que tu dirais que c'est plus des entrepreneurs un petit peu plus seuls? Normalement, c'est des gens avec des PME ou t'as vraiment des grosses compagnies aussi qui t'approchent? Je pense que 90% du temps, c'est des solopreneurs. Quelqu'un qui travaille tout seul. Ou avec des assistants virtuels. Ça, c'est... je dirais dans un mois où on a 50 clients, ça serait 45% des clients sont des small business. OK. Puis pourquoi tu penses justement que ces entrepreneurs-là viennent s'installer sur Dubaï, viennent travailler ici aujourd'hui, bien évidemment, l'environnement fiscal? Est-ce que pour toi, tu penses qu'il y a autre chose également, qu'il y a plus que seulement l'environnement fiscal? Oui, 100%. Alors, numéro 1, la raison pourquoi est-ce que la plupart des entreprises, les small business, déménagent ici, c'est à cause que c'est facile pour eux. Si vous êtes une très grande entreprise, vous avez 100 employés, 100 tout ça, c'est plus difficile à déménager les opérations au complet. Mais si tu es un small business, tu peux déménager maintenant parce que c'est quand même facile. C'est juste toi ou toi avec un partenaire ou 2 autres personnes, whatever, right? C'est plus facile. Alors ça, c'est la première raison. La deuxième raison pour déménager à Dubaï, c'est l'environnement ici est très bon pour un entrepreneur. Si tu viens ici, c'est presque impossible de pas network avec quelqu'un qui va te bénéficier dans la vie. 100%. Je le répète dans chaque podcast. Your network is your net worth. Et à Dubaï, c'est là que tu rencontres finalement le plus de personnes qui peuvent changer ta vie. Donc non, ça, tu as tout à fait raison. Et du coup, pour toi, en fait, tu as dû faire des connexions incroyables avec tes clients, mais aussi avec des gens quand tu es venu ici. C'est quoi qui t'a marqué un petit peu le plus? Est-ce qu'il y a ces partenaires-là ou des clients que tu as rencontrés qui t'ont aidé à scaler puis à aller plus rapidement dans ton entreprise? Ou? Oui, parce que quand je parle avec nos clients, je leur demande toujours quelques questions par rapport à leur société. Ils me disent, OK, peut-être tu peux faire ça, peut-être tu peux faire ça. Naturellement, dans notre business, on travaille avec des autres entrepreneurs. Bien sûr. Alors,
quand je travaille avec eux, je leur demande toujours comment est-ce que je peux improver mon service. Ouais. Je veux toujours avoir un meilleur service. Et ils m'ont toujours donné des conseils. Alors, ça c'est la meilleure chose que j'ai eue de nos clients. Ouais. Mais par rapport à nos connexions, oui, 100%. Ouais. Je pense que la chose qu'on a bénéficié beaucoup, c'est nos clients nous suggèrent à leurs amis, leur famille. Alors, le marketing, oui, c'est quelque chose d'important à faire, mais on a beaucoup de marketing organique. OK. Ouais, parce que c'est t'as un client qui a des amis entrepreneurs au Canada encore. Ouais. Toi, tu lui as fait son déménagement fiscal ici. Il te réfère à ses amis, tout ça. Tu dirais que tes clients viennent majoritairement du Canada, de la France, de la Belgique. C'est quel pays, finalement, qui... Normalement, oui, on a beaucoup de Canadiens, mais la France, oui aussi, mais la majorité sont de l'Angleterre. Ah ouais, du UK. Du UK, yeah. Et Angleterre, ça serait problème numéro 1. Australie aussi. Australie, ouais. C'est plutôt les pays anglophones. Ouais. Mais oui, les Français aussi. Mais ils sont pas dans le top 5. Ah, c'est top. Non. C'est top. Mais en tout cas, non, c'est le fun de savoir comment tu t'es lancé puis tout ça. Puis tu avais déjà un bagage à travers Desjardins, finalement, ton poste aussi à l'Agence du revenu du Canada. Tu peux nous expliquer un petit peu cette phase de ta vie? Moi, je suis curieux de savoir un petit peu tu viens d'où puis tout ça. Ouais. Comme tout le monde, j'étais à l'université, je voulais travailler, je voulais gagner de l'argent. Parce que toi, on peut revenir encore plus loin, mais t'es quelle origine? C'est Kevin McKenzie? Je suis... mon père est de l'Angleterre, mais il est canadien. OK. Et ma mère, elle est cubaine. Cubaine? Okay, wow. Ouais, elle est cubaine. Alors, mon père a aimé ses vacances au Cuba. Non, je blague. Non, la vérité, c'est que mon père est diplomate. Il était diplomate. Et il travaillait à Cuba pour 4 ans. Et il a rencontré ma mère là. Alors oui, je parle français, anglais, espagnol. Incroyable. C'est super. Et ouais, j'ai fait toutes mes études en français aussi. Mais ça fait beaucoup d'années que j'étais à l'université. Alors maintenant, le français, je le perds un petit peu chaque jour, mais j'essaie de parler plus en français quand je peux. Spécialement avec les clients français. J'adore avoir les clients français. Je veux leur donner un service VVIP parce que ça me fait le plaisir de parler en français si je peux. C'est une langue très, très, très belle. Je l'adore. Mais ouais, j'ai fait mes études en français à l'Université d'Ottawa en finance. Et pendant les études, je cherchais pour un endroit où travailler. Et j'ai commencé avec... premièrement, j'ai commencé avec des autres jobs. Pas dans le secteur du finance. Mais après ça, j'ai commencé à travailler à l'Agence du revenu du Canada. CRA. Et pour les Québécois, ça serait Revenu Québec, je pense. Ou Revenu Québec. L'ARC. Exact. Merci pour la job, mais merci pour les impôts. Et ouais, je travaille là. Et j'ai travaillé là pour 1 année. C'était bon. J'ai eu des promotions, blablabla. Et après, j'ai commencé à travailler à Desjardins. J'ai travaillé à Desjardins pour beaucoup de temps. Et je me rappelle bien que quand je travaillais là-bas, les taux d'intérêt, c'était environ comme 1%. Ah ouais. C'était pendant la COVID. Alors, ça fait longtemps, mais c'était bon. J'aime Desjardins aussi. Ils sont très gentils. Mais pendant que je travaillais à Desjardins, j'avais un side business. Et c'était mon entreprise de marketing. On faisait du digital marketing, du influencer marketing. Alors, promotion des produits avec des influencers. Et ça c'était très bon. Je me rappelle une journée où j'ai arrivé au bureau à 9h du matin. Et avant que j'arrive au bureau, j'ai gagné, je pense que c'était comme $500. Et maintenant, $500, pour moi, c'est pas fou, mais autant, c'était quelque chose d'incroyable. Je me rappelais comme, waouh! Même avant que j'ai rentré au bureau, j'ai gagné plus d'argent que je vais gagner pendant la journée au complet. C'est là que tu as compris que la voie entrepreneuriale, c'était peut-être un petit peu plus ce qui t'allumait. Parlons-en de ça. Ça devient d'où? Parce que là, on parlait de nos horaires un petit peu avant. Je pense que tout le monde, vous allez comprendre que je vais inviter plein de gens comme Kevin sur le podcast parce qu'ils ont cette fibre entrepreneuriale. Moi, je travaille de 6h le matin à 10h le soir. Kevin m'expliquait son horaire. Il est comme moi. Donc, c'est incroyable. En plus, on est Canadiens et tout ça. Fait que, bon, aujourd'hui, on peut se considérer comme amis. Mais ça te vient d'où, toi, en fait? Est-ce que c'est tes parents qui t'ont motivé à avoir cette fibre entrepreneuriale, travailler aussi fort, tout ça? Qu'est-ce qui fait en sorte que peut-être c'est ton amour pour l'argent aussi? Ouais, honnêtement, je pense que ça, c'est la raison plus importante. Moi, j'adore l'argent. Honnêtement, j'adore l'argent. Alors, je pense que si tu travailles très fort et tu travailles avec un plan,
tu peux bien gagner de l'argent Ouais. dans le monde au complet. Ça doit pas être Ouais. juste à Dubaï. Même Ouais. si je restais au Canada, je vais gagner beaucoup d'argent. Ouais. Mais je vais payer beaucoup en impôts. Ouais. Alors, je pense pas que c'est quelque chose nécessairement que mon père ou ma mère m'a enseigné. Ouais. Mais oui, j'ai toujours vu mes parents bien travailler fort. Et ça, c'est bon à voir. Je pense que si tu vois pas ça pendant ta jeunesse, peut-être ça va pas vous aider. Mais Ouais. je pense que c'est quelque chose qui vient dedans la personne. Ouais. Si tu veux travailler fort, tu vas travailler fort. Si tu veux pas, tu vas pas. Et tu peux pas changer quelqu'un. Tu peux donner une routine à quelqu'un pour pour essayer de leur donner cette émotion, mais c'est toujours quelque chose dans ton cœur. Ouais, c'est ce que 100%. je disais en fait dans Ouais. les autres podcasts, les conversations que j'ai avec Nico, tout ça. Moi, je suis quelqu'un qui aime. En fait, quand je vois une étincelle chez quelqu'un, je mets de l'huile sur le feu, j'essaie que ça ressorte finalement. Ouais. Mais tu te rends compte que c'est tellement beaucoup d'efforts pour peu de retour sur investissement parce que tu peux pas finalement changer les gens intrinsèquement comment ils sont. Ouais. Donc, non, c'est super intéressant par rapport Ouais. à ça. Je pense que, honnêtement, je pense que ça pourrait peut-être stupide, mais je pense que les jeux vidéo Ouais. c'est très bon pour quelqu'un pour qui développe un esprit compétitif. Ok. Alors, si tu joues des jeux vidéo et si tu joues des sports aussi, Ouais, ça va bien t'aider. Je suis sûr que tu joues le foot. Ouais, exactement. Moi, j'ai 100%. joué au soccer toute ma vie. Puis Ouais. je suis tout à fait d'accord avec toi que ça, moi, j'étais en sport-études. Fait que je faisais mes études. Je Ah, faisais ok, d'accord. énormément de sport à côté. Mais oui, exactement. Enfin, tu as cet esprit compétitif Ouais. et tout ça. Mais ce qui est extrêmement, je trouve, intéressant dans des parcours comme le tien, c'est que tu es complètement autodidacte. C'est que oui, en fait, tu as eu ce parcours de Desjardins avec l'ARC, tu es même à l'université. Mais finalement, tous ces skills entrepreneuriaux que tu as appris à travers le temps, c'est toi-même qui les as appris, c'est ta curiosité, tout ça. Si tu peux, enfin, où est-ce que tu as appris, où est-ce que tu as pris toutes ces informations pour scaler une business, bâtir la business? J'ai compris tout à l'heure, c'était les relations professionnelles que tu as développées, mais à quelque part, il faut que tu te fies sur des gens, Alex Hormozy, enfin, je sais pas, moi, je nomme des noms qui m'ont guidé un petit peu, mais qui c'est que t'écoutes? Quand j'étais très jeune, j'écoutais quelqu'un qui s'appelait Ben Mala. OK. Ben Mala, c'est quelqu'un qui fait des investissements en immobilier en Floride. OK. C'est pas quelqu'un nécessairement qui m'a vraiment changé ma vie, mais Ouais. c'est quelqu'un que quand je visionnais ses vidéos, il était très sérieux. Ouais. Il a pas de fluff. C'est Ouais. comme, OK, c'est comme ça, on doit faire des choses comme ça, tu dois travailler comme ça. Mais je pense qu'autrement, j'ai appris beaucoup par moi-même. Ouais. Par exemple, quand j'étais à Desjardins Ouais. et j'ai commencé à travailler là-bas, Ouais. la première chose que moi je voulais savoir, c'était pas OK, je commence à gagner combien. C'est quoi littéralement le calendrier de salaire que je pourrais atteindre. Ouais. Comme après 2 années, 3 années, ils ont ce calendrier. Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et je me rappelle, moi je m'en fous de 2 mois, 3 mois. Moi je regarde au final. Ouais. Je me rappelais bien, j'ai vu le final, j'étais comme je suis pas content avec ça. Ouais. C'est pas quelque chose. J'ai littéralement écrit un plan de 2 années. Ouais. Si je gagne ça cette année, j'économise ça, j'investis ça. Ouais. J'étais quand même pas content avec ça. Ouais. Mais si je l'investis en bourse ou n'importe quoi, honnêtement, ça serait bon. Mais moi, je voulais quelque chose de plus vite. Ouais. Alors, j'ai décidé de le prendre dans mes propres mains et ouvrir mes sociétés. Ta propre société. Ouais. Et je pense pas que mon entreprise de marketing, c'était ma première. Ouais. J'ai ouvert des sociétés littéralement depuis que j'avais 16 ans. OK, wow. 16, 17 ans. Fait qu'au Canada, tu avais déjà en fait des sociétés, tu faisais quoi à 16 17 ans? Littéralement C'est quoi la n'importe business? quoi. Ma première société, c'était je faisais des vidéos sur YouTube. Ouais. J'avais des millions de vues sur des vidéos sur YouTube. OK. Ok. Les chaînes maintenant sont privées parce que c'est des choses stupides. Mais c'était pas ma face, c'était comme des clips. OK. Ah, tu clippais des vidéos populaires. ou Moi, je suis littéralement une des personnes qui a commencé le trend de mettre des sons qui sont drôles sur des vidéos. OK. Ah. Je me rappelle que quand moi j'ai commencé ça, personne ne faisait avant. Alors Ok. j'étais comme une des personnes qui faisait ça. Ouais. Et même quelque chose de drôle, je vais pas dire en détail, mais MrBeast, Ouais. la façon que lui, il a commencé à être très fameux, c'est une type de vidéo qui s'appelait Worst Kid Intros. OK. Où lui, il faisait des clips du commencement d'une chaîne. OK. Des enfants où il y avait des vidéos, ils avaient des introductions très stupides. C'était comme un papier avec leur nom ou n'importe quoi. Ils faisaient des clips, ils le mettaient en ligne et ça, c'est comment est-ce que MrBeast a commencé à être fameux. Ok. Ouais. OK. Ok, wow. Incroyable. Et moi aussi, j'ai fait ça au même temps. OK. Et j'ai mis 3-4 vidéos en ligne et j'ai recherché le même type de vidéo et j'ai vu, oh merde, lui aussi il a fait. Ouais. Et
Ouais, anyway, Mr. Ouais. Beast est maintenant famille, moi je suis pas Mr. Beast. Mais quand même, attends, c'est justement, Ouais. on va en parler parce que tu es vraiment présent aussi sur les réseaux sociaux. Puis toi, c'est une façon un petit peu de t'aider aussi dans ta business parce que tu présentes beaucoup ce que tu fais sur les réseaux. Qu'est-ce qui t'a. Parce que tu étais déjà à l'aise en fait avec les réseaux, mais qu'est-ce qui t'a donné le goût de mettre ton visage professionnel, aller de l'avant? Est-ce que tu t'es dit, il faut absolument que je fasse ça pour scaler ma business? Ou c'était toi qui avais toujours envie un petit peu d'avoir une présence sur les réseaux? Ouais, je pense que naturellement, quand j'ai commencé à faire mes business, j'ai commencé avec YouTube. Alors, j'étais toujours Présent, ouais. présent Familier. dans la scène. C'était pas quelque chose de nouveau pour moi. Alors, je pense que oui, je pense en même temps, c'est nécessaire pour une entreprise, une société de créer des vidéos en ligne, se mettre en ligne pour De que l'avant. les clients peuvent te voir. Ouais. Oui, 100%. Mais je l'aime en même temps. C'est quelque chose qui me fait plaisir. Ouais, fait plaisir. ça, Ouais, ça se fait bien. Je sais que pour moi, par exemple, ça a été un peu plus compliqué de me lancer. Oui, Mais oui, une fois que tu es définitivement. dedans, par contre, voilà, c'est comme C'est tout. bon. Ça demande de la discipline, de la constance, de poster chaque semaine et puis voilà, de faire ces podcasts-là assez, de façon régulière. Puis au final, ça ouvre aussi des conversations, ça crée des relations professionnelles comme ce qu'on est en train de créer ensemble. Donc non, ça, c'est vraiment le fun. Ouais, c'est nécessaire. Ouais. Vous avez besoin de créer des vidéos. Ouais. Si c'est quelque chose si tu fais si vous avez une offre qui est très sérieuse Ouais. en finance, pour nous c'est littéralement aider quelqu'un à déménager à un autre pays. Ouais. C'est important que ton client peut te voir, peut Ouais. voir comment tu parles. Ouais, parce que tu m'en avais parlé justement, ça crée de la confiance, ça Ouais, crée 100%. finalement de la rétention de clients derrière, de la référence, tout ça. C'est quelque chose dont tu es extrêmement fort avec GenZone, c'est que tu as beaucoup de reviews de tes Ouais. clients qui se filment, qui disent « Hey, salut, j'ai fait affaire avec GenZone, incroyable. » Comment tu le demandes, comment tu l'apportes? Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ça? Ouais, parce que OK, ça c'est une vraiment bonne question Ouais. et je vais te donner une bonne réponse. Je me rappelle que quand on a commencé GenZone, avoir nos premiers clients, c'était presque impossible. Parce qu'on n'avait pas quelque chose d'autre. On faisait pas la comptabilité avant. On faisait pas l'immobilier avant. C'était littéralement une entreprise de marketing avant. Et j'ai aidé 15 à 20 amis. OK. Mais ces 15 à 20 amis, ils n'ont pas mis de revue sur Google. C'était juste quelque chose de privé. Et je me rappelle, quand on n'avait pas beaucoup de revues, beaucoup de clients nous demandaient comment est-ce que je sais que vous n'êtes pas un scam? Comment est-ce que je sais que vous allez vraiment me donner qu'est-ce que vous allez m'offrir? Ouais. Et je me rappelle que je pensais comme, honnêtement, ça c'est une bonne question. Ouais. J'ai pas de revue, Ouais. j'ai pas de garantie, j'ai rien. Ouais. Et à ce point-là, j'ai décidé, d'accord, qu'est-ce que je vais faire? C'est, je vais faire mon branding tellement fort que ça serait impossible que quelqu'un me demande cette même question encore. Ouais. Et oui, c'est pas quelque chose qui se passe dans une journée, Ouais. mais j'ai pris action parce que j'aurais pu continuer avec GenZone et pas demander aux clients pour des revues, pas demander pour un témoignage et continuer comme ça. Mais au lieu de faire ça, j'ai demandé aux clients, OK, d'accord, est-ce que tu peux, s'il vous plaît, me laisser une revue par rapport à votre expérience, juste quelque chose d'honnête? Ouais. Voilà. Ah, c'est fou que tu aies fait le premier pas parce que c'est pas. Enfin, je le sais, moi, très bien, je le demande aussi à mes clients et tout ça, mais c'est pas quelque chose de familier, puis c'est des Non. fois quelque chose d'inconfortable un petit peu. C'est très inconfortable. Une Maintenant, revue, ouais. c'est plus inconfortable. C'est comme, OK, voici le lien. Si tu veux me laisser la revue, parfait. Si tu veux pas, OK, pas de problème. Ouais, pas de Et moi souci. aussi, je suis content. Si ils ont une mauvaise revue, laisse la revue aussi. Ouais. Ou dis-moi, je veux savoir. Ouais. Parce que pour moi, c'est très important que si le service n'est pas bon, je veux savoir parce que je veux l'améliorer. Ouais, ça te permet d'évoluer, Ouais. puis de voir tes flaws, c'est important. Ouais. Et je pense que les revues, les témoignages, c'est quelque chose que c'est obligatoire pour un business à avoir. Si tu l'as pas, c'est pas bon. Et c'est pas que ton business est pas bon, c'est que vous avez juste pas demandé aux clients pour ces témoignages. Parce que oui, Ouais. c'est quelque chose de privé. Ouais. Spécialement pour des personnes qui déménagent à Dubaï pour les raisons de fiscalité. Peut-être il veut pas être sur Google en train de laisser une revue qu'ils ont déménagé à Dubaï. Ça peut être à connotation négative, surtout en vue du Canada, du Québec, des mentalités là-bas. Ouais. Les gens, c'est pas tout le Ouais. monde qui va apprécier de savoir qu'ils ont fui pour ne plus payer d'impôts. Quoique c'est jamais ça la réponse. Ben non, c'est souvent le caractère principal de pourquoi on part, mais c'est pas la raison première ou l'entièreté de la raison. Mais en fait, ton parcours est vraiment intéressant. Puis aujourd'hui, tu as donc deux sociétés à travers le même branding. Oui. Donc, qu'est-ce qu'elles font, ces deux sociétés? Une qui crée des corporations, l'autre qui fait de l'immobilier. Ouais. C'est ça? Oui, Ouais, puis effectivement. Tu as Ouais. fait ça aussi avec un partenaire qui est. Parce que moi, je fais de la business avec mon frère, avec Ouais. mes associés, mes amis. Ouais. C'est quoi ta relation un peu avec lui? Est-ce Ouais. que vous êtes 50-50? Comment ça se passe? Ouais, alors moi et mon cofondateur, on est 50-50. OK. On a commencé, on fait littéralement tout ensemble. Ok. Même au Canada, nos sociétés, c'était ensemble aussi. Littéralement Ok. tout. Même quand on avait des sociétés différentes, Ouais. mais dans la même industrie, on faisait quelque chose de similaire avant, on le faisait ensemble. Sur le téléphone, Ouais. 10 heures par jour, juste travailler ensemble.
lui aider, il m'aide. Ouais. Et je pense que c'est quelque chose de très important. Si tu as un bon partenaire, Ouais. les possibilités sont Ouais. plus grands Ouais. que si tu le fais tout seul. Ouais. Et en relation avec ça aussi, si vous avez une bonne équipe, Ouais. le potentiel est encore plus grand. Ouais. Ouais. Alors, j'ai commencé avec lui, GenZone. Ouais. Alors, GenZone, c'est l'entreprise ici numéro 1. On Ouais. aide les personnes à établir les sociétés ici. Ouais. On aide avec la fiscalité aussi, comptabilité. Ouais. Et naturellement, on avait beaucoup de clients qui nous ont demandé « Hey Kev, je veux acheter une propriété ici à Dubaï. » Ouais. Et je me rappelle que, honnêtement, pour les premières 2 années de GenZone, ou 1 an et demi, on les aidait pas avec ça. On avait des recommandations pour des brokers, Ouais, des agents. ouais. Et ouais, c'était ça. Mais je me rappelle, une journée, un de mes clients m'avait dit « Hey Kev, j'ai acheté une propriété, puis la valeur, c'est 40 millions de dollars. Ah non, dirhams. Ouais. Je me rappelle, je sais comme, attends, 40 millions? C'est quoi la commission sur ça? Ouais. Et il m'a dit, oh, j'ai payé l'agent ça. Et j'étais comme, oh, wow, ok, d'accord. Ouais. Il faut que je mette en immobilier aussi. Ouais. Pas nécessairement pour la commission, mais pour le tout. Parce que une chose que ce client m'a aussi dit, c'est que le service de la personne n'était pas très bon. OK. Il s'en foutait, il connaissait pas beaucoup par rapport à la propriété. Ouais. Et quand même, il a gagné ça. Alors, j'ai dit, OK, d'accord, on va commencer à faire l'immobilier. Ouais. Et moi-même, je suis investisseur ici. J'ai 4 propriétés ici à Dubaï. OK. Et je connais le marché bien. Ouais. Alors, même avant que j'ai commencé à vendre des propriétés, j'avais déjà un portefeuille. C'était Ouais. pas quelque chose de nouveau pour nous. Ouais. Ok. Et j'ai embauché un top broker d'une autre société ici qui s'appelle Alsop Alsop. OK. Un des tops. Ok. Il était littéralement, le mois où on l'a embauché, Ouais. il était le numéro 1 associé à Alsop. Ah, wow. Pour sales, ouais. Cool. OK. Alors, c'était vraiment... Honnêtement, il est un peu fou pour jump ship et venir avec nous parce que c'était littéralement son best month et ensuite il vient avec nous. Ouais. Ouais. Mais c'était la meilleure chose qu'il a fait. Il a vu la vision. Ouais, il a vu la vision parce que nous, quand je parle avec quelqu'un, si c'est un client ou n'importe qui, un employé, quelqu'un, je leur dis toujours, si tu viens avec nous, tu vas avoir le meilleur service et tu vas avoir les meilleures opportunités. Toujours. Parce que moi, je vais faire sûr que tu vas avoir une bonne Ouais. expérience. Si c'est un client ou un employé. Ouais. Si quelqu'un regarde cette vidéo, littéralement, envoie un message à n'importe quel de mes employés sur LinkedIn. Ils sont très contents. Ouais. Très, très contents. Satisfait. Ouais. Ouais. Ah, c'est super. Puis en fait, ça prouve aussi la qualité d'entrepreneur que tu es parce que c'est ça, quand t'as non seulement tes employés, mais aussi les clients qui t'apprécient, ben là, ça veut dire que t'es vraiment, vraiment top-notch. Donc non, c'est vraiment intéressant. Nous, tu comprends que les gens qui vont nous écouter, tout ça, ça va être des expatriés qui vont vouloir entendre parler de finances, qui vont vouloir entendre parler un petit peu de comment venir s'installer ici quand on est entrepreneur en France ou au Canada. Ouais. Donc, si tu peux expliquer un petit peu les processus pour venir s'installer ici, Ouais. ce que ça prend, combien de temps? Surtout du côté de GenZone, comment ça fonctionne, la création d'une entreprise aux Émirats de Dubaï, zones continentales, zones franches. Mhm. C'est des C'est concepts quoi que ces les gens différentes connaissent pas zones nécessairement. aussi? Ouais, Moi, ouais. j'entends ces zones-là, Ouais, mainland, puis- Orland. Il y a toujours une different zone. Puis Ouais. comment tu choisis justement quelle zone choisir pour un client, dépendamment de leur situation? Comment ça fonctionne Ouais. à ce niveau-là? Très bonne question parce que oui, quand quelqu'un commence à faire la recherche par rapport à ouvrir une société à Dubaï, à la création de société à Dubaï, c'est un processus qui est très, très compliqué. Il y a littéralement trop d'options. Ouais. Comme vous avez dit, il y a Ajman, Ras Al Khaimah, Dubaï, Abu Dhabi, il y a trop d'options. Et mainland aussi. Et la réalité, c'est que ils font presque tous la même chose. Ouais. La différence, c'est juste l'expérience que vous allez avoir avec ces zones. OK. Et ça, c'est pourquoi nous, on décide de travailler avec les zones ici à Dubaï. Parce que l'expérience, c'est mieux. La vitesse d'ouvrir la société, la réputation de la société. Quand vous allez approcher aux banques ici pour ouvrir un compte, c'est mieux. Ouais. Alors, ça vous aide. Par exemple, si tu as littéralement une activité dans une zone comparée à une autre activité dans une autre zone, c'est la même chose, même structure, c'est le même propriétaire. Mais vous allez à la banque, vous allez avoir une expérience différente. Ah ouais. C'est pas la même chose. Ok. Et la raison, c'est à cause qu'il y a des zones
ou ils ont une mauvaise réputation. OK. Donc, si on recule, en fait, c'est que les Émirats, il y a 7 Émirats. Et puis, en fait, quand tu choisis d'ouvrir une structure, tu peux choisir d'ouvrir dans différents Émirats. Ouais. OK. Alors, une partie du processus, c'est si tu décides d'ouvrir une entreprise dans un autre Émirat, tu dois faire ton processus là-bas. Tu dois aller là en personne pour faire des choses. Ouais. OK. Mais ça, c'est pas la chose la plus importante. OK. C'est que tu vas avoir une bonne expérience. Alors, nous, on a décidé, OK, Dubaï. Mais quand même, avec Dubaï, il y a plusieurs zones franches dans Dubaï. OK. Tu vois, juste Dubaï, il y en a une, OK, fini. OK. C'est un autre niveau de complexité. Il donne trop d'options. Même, littéralement, chaque semaine, il y a une zone franche qui m'appelle et me dit « Oh, Kevin, est-ce que tu veux travailler avec notre zone franche? » Je suis comme « Vous venez d'où? » Ouais. Il y en a trop. Ouais. OK. Mais il y en a qui sont des meneurs dans l'espace. OK. OK. Alors nous, on travaille avec 2. Il y en a une qui est spécialement pour des zones financières, pour des choses financières, alors le trading, wealth management, tout ça. Ouais. Et l'autre, c'est pour toutes les autres activités. Alors ça dépend. Maintenant, si vous avez une société qui est en ligne, majorité en ligne, et vous n'avez pas besoin d'avoir un bureau, par exemple, à Burj Khalifa pour travailler là-bas, Ouais. vous avez besoin d'une entreprise qui s'appelle une entreprise enregistrée dans une zone franche. OK. C'est un online business. Tu peux quand même avoir un bureau, mais ça serait dans la zone franche. OK. OK? Alors, si vous avez ça, parfait. Si vous avez une société, mais c'est quelque chose de physique, par exemple, un barbershop. Ouais, un Ouais. créateur de souliers ou Ouais, whatever. ouais. ou importe, un un magasin. studio de podcast, ouais. Ouais. Vous avez besoin d'avoir une licence dans la mainland. OK. OK. C'est littéralement aussi simple que ça. Tu dois pas compliquer ta vie online, en personne. Ça, c'est la seule différence. Et une fois que tu fais la distinction, d'accord, tu continues avec la création de la société. OK. Si c'est quelque chose en personne, le processus devrait être fait en personne pour le processus au complet. Alors, environ 4 semaines du commencement où on ouvre la licence, au final où les comptes de banque sont ouverts. 4 semaines, mais aussi pour la zone franche, c'est la même chose. Mais la différence, c'est que si quelqu'un ouvre une société dans une zone franche, alors un online business dans une zone franche, ça prend, 4 semaines, mais 2 semaines du processus peuvent être fait au Canada ou littéralement dans un autre pays. N'importe où dans le monde. Ailleurs Ça peut se des faire à lieux. distance. Exactement. Ouais, à distance, Ok. en ligne. T'as pas besoin de venir ici. Si vous avez un passeport et une photo de vous-même et vous avez juste 10 minutes à compléter un document qu'on vous donne, vous allez avoir une entreprise dans environ 2 à 5 jours. OK. Et encore, à distance. Maintenant, la deuxième partie du processus, c'est de faire l'application pour un permis d'entrée. Ouais. Plusieurs des personnes qui sont en train de voir cette vidéo, oui, je comprends que vous pouvez venir à Dubaï avec un visa de touriste. Ouais. Mais ça, c'est un permis différent. C'est un permis d'employé. Parce qu'on va ouvrir votre entreprise et après, on va faire une application pour un permis de résidence en dessous de l'entreprise. OK. Alors, par exemple, Tesla, Elon Musk, il travaille pour Tesla. C'est la même chose. Et Ok. j'espère que vous gagnez plus que Elon Musk. Mais, Ça m'étonnerait. vous êtes très similaires, je sais. mais ouais, tu fais l'application pour le permis d'entrée. Encore ça, c'est fait par nous. Littéralement, le client avait juste besoin de compléter le document, 10 minutes, envoyer le scan du passeport, photo, Ouais. terminé. OK. Ça prend environ 1 semaine ou moins. Encore, ça, c'est fait à distance parce que c'est un permis d'entrée. Vous n'avez pas besoin de ce permis pour une fois que vous êtes ici au pays, c'est avant que vous entrez au pays. OK. Si vous êtes déjà au pays, on peut faire aussi le processus, Ouais. mais additionnellement, on a besoin de faire un status change, de changer de touriste à résident. OK. Ça prend une journée, c'est un frais additionnel de 1600 dirhams, alors environ 400 €, Ouais. mais c'est tout fait en une journée. OK. Alors ça, c'est la première partie du processus. Alors, Ok. 1 semaine pour la licence, 1 semaine pour le permis d'entrée. OK. À ce point-là, maintenant, les clients doivent venir à Dubaï. Ouais. Une fois qu'ils viennent à Dubaï, dans 1 semaine, ils vont avoir leur carte d'identité. Ça s'appelle Emirates ID. L'Emirates ID, ouais. Ouais, Qu'on a tous. ça c'est quelque chose de très important. Une fois que tu as cette carte d'identité, tu peux faire littéralement tout. Tu peux louer une maison, tu peux ouvrir des comptes de banque, prendre un numéro de téléphone, tu peux tout faire. Pour avoir cette carte d'identité, vous avez besoin de faire 2 rendez-vous. Un rendez-vous pour un médical et biométrie. Ouais. Avec nous, on le fait la même journée. Les deux, c'est fait la même journée. On a un processus VVIP et on est là en personne avec vous. On a un chaperon, je l'appelle, qui te guide. Ça prend 1h30 complété. Vous allez à la maison,
en environ 2-3 heures, vous allez probablement avoir la carte de résidence Ouais. OK. à la même journée. Alors nous, on le fait très rapidement. OK. La carte de résidence, c'est pas la même chose que la carte Emirates ID. Ok. C'est pas la même chose, c'est quelque chose de différent. OK. Ça dit que vous avez un permis de résidence pour vivre à Dubaï pour 2 années. OK. Ouais. OK? Ensuite, environ 2-3 jours après que vous avez ce permis de résidence, vous allez avoir la carte Emirates ID. Ok. Alors, dans la première semaine, tout ça se passe. Ouais. Pour les clients, ils ont juste besoin d'aller au rendez-vous pour 1h30 et retourner chez eux, Ouais. et c'est fini. OK. Après ça, s'ils veulent, ils peuvent venir à notre bureau pour prendre la carte d'identité. Ouais. OK. On a un delivery guy, on a une bonne relation avec lui. Ouais. Il vient très tôt au matin pour délivrer Ouais. nos cartes parce que le temps, c'est très important. Ouais. Si tu attends une journée additionnelle pour avoir la carte, c'est pas Ouais. bon. Ouais. Ouais. Beaucoup de nos clients, ils viennent à Dubaï pour un processus vite, ils retournent chez eux, ils reviennent après. Alors pour nous, c'est important. Ouais. Alors une semaine pour ça et à la fin, une semaine pour les comptes de banque. OK. Honnêtement, les comptes de banque sont normalement ouverts dans une journée ou 2 journées. OK. Mais je dis aux clients une semaine juste au cas où OK. parce que je veux que tout se termine. OK. Mais ouais, c'est un processus de 4 semaines. Ah, OK. Donc, Donc, qui est quand même assez rapide. Puis je sais qu'on a souvent des questions, des gens qui nous contactent sur LinkedIn ou via nos réseaux sociaux. Ils nous demandent la différence entre les visas, justement, qui permet d'immigrer aussi au Moyen-Orient. Je sais qu'il y a investisseur, travail, Golden Visa, visa de partenaire. Oui. C'est quoi les avantages un peu de chaque visa? Pourquoi quelqu'un devrait prendre plus un visa qu'un autre, dépendamment de sa situation? Ouais, bonne question. Alors, numéro 1, la visa en or, la Golden Visa. Cette visa, c'est bon pour les personnes qui achètent une propriété ici. Et la raison pourquoi est-ce qu'ils vont prendre cette visa, c'est à cause que c'est une visa de 10 ans. OK. OK, wow. Ouais. Et si tu veux donner un permis de résidence à ta famille aussi, leurs visas vont également être 10 ans. J'ai vu qu'ils avaient vraiment optimisé ça. Je pense qu'aujourd'hui, c'est 500 000 $ US pour un investissement ou 750 000. Ouais, exactement. Alors, en dollars, c'est 545 000. OK. Et la bonne partie, c'est que je pense que ça a commencé, ça fait environ 12 mois maintenant, mais maintenant, si tu veux avoir la visa en or, vous avez seulement besoin de mettre 24% OK. comme down payment sur la Ok. propriété. Wow. Alors, c'est plus de payer le 100% au complet, OK. c'est juste 24%. Ouais. Et additionnellement, maintenant, c'est... Parce qu'avant, 24%, tu peux prendre un mortgage et acheter la propriété. Ouais. Maintenant, sans un prêt, tu peux acheter une propriété qui est off-plan, OK. en construction, Ouais. et même avec 24%, tu peux avoir cette visa. Wow. Alors, ça représente seulement environ 140 $, OK. et vous allez avoir ce permis de 10 ans pour toi et ta famille. 140 000 $. OK, Ok. non, c'est super. Et puis, moi, je me demandais, quand tu as donc ce permis de visa, je sais que j'ai vu les avantages qui avaient augmenté Ouais. avec une conciergerie, Oui. finalement, des Émirats, avec le fait d'avoir des avantages avec Emirates, la compagnie aérienne. Donc, tout ça, ça vient dans le Golden Visa aujourd'hui? Ouais, littéralement tout ça, même si vous n'êtes pas aux Émirats et vous sortez et vous avez un problème dans un autre pays, Ouais. les Émirats vont vous aider. Ah, ouais, c'est incroyable. Ils vont te donner du support dans leurs ambassades. OK. Alors, honnêtement, c'est très fort. Pour Ok. quelqu'un qui a peut-être un passeport qui est pas très bon, Ouais. avoir ce Golden Visa, c'est un game changer. C'est Ok. quelque chose de fantastique pour Mais eux. c'est pas comme un passeport Ok. où ça te donne pas accès finalement à l'Europe plus facilement ou à d'autres pays. Ça vous aide parce que Ok. ce permis de résidence montre aux autres pays autour du monde que oui, j'ai de l'argent, j'ai investi dans une propriété qui vaut Ouais. 2 millions. Ouais. Ces gouvernements ne vont pas te demander, oh, vous avez payé exactement combien. Ouais. Ils vont savoir que, oh, lui, il a une propriété qui a une valeur de 2 millions de dirhams. Ouais. Ça, c'est tout. Alors, c'est quelqu'un avec de l'argent. OK. Ce qui est important. Honnêtement, c'est un programme très bon. Ouais. Encore, c'est pas un passeport, c'est une résidence. Ouais. Mais après les 10 ans, tu peux le renouveler aussi. Alors, tu ne le Ok. perds pas. Mais Donc- une chose très importante à savoir, c'est si tu veux vendre la propriété et tu le remplaces pas avec quelque chose qui qualifie aussi, vous allez perdre ce permis de résidence. Ah, OK, ok. donc on peut le perdre. Oui. C'est pas, Si l'investissement ne reste pas investi, on peut perdre finalement le Effectivement. Golden- Alors, Et ça, ouais. c'est le meilleur visa que tu peux avoir quand tu viens au UAE, le Golden Visa, right? Ouais, 100%. C'est le meilleur que tu peux avoir. Ok. Autrement, le deuxième, ça serait un permis de résidence d'employé normal. Mhm. Tu sais, ça, c'est une très bonne option aussi. Ouais. Moi, je qualifie pour la visa en or, Ouais. mais je décide de pas prendre la visa en or. C'est Ok. pour une raison spécifique. La raison pour moi, c'est que si je veux vendre mes propriétés, parce que moi, je suis investisseur, Ok. je veux pas garder en tête, oh, mon permis de résidence est lié à cette propriété, si Ouais. je la vends, je vais avoir un problème. Alors, si je sais un jour que, OK, cette propriété ici, je vais pas la vendre, je vais la garder, OK, d'accord, je vais faire l'application. Mais sinon,
Ouais. Ça vaut pas la Donc peine. là, tu viens ici avec ton visa grâce à la corporation finalement de GenZone qui te donne finalement un visa d'employé ici. Oui. Et c'est comme ça que la majorité des gens vont donc venir ici à travers un visa d'employé en créant une corporation. Les questions qui reviennent souvent, c'est est-ce que finalement je peux rester au Canada puis pas payer d'impôts ici à Dubaï? Je sais que c'est beaucoup de zones grises, ce genre de choses. Il y a plein de gens qui font 2 semaines ici, 2 semaines en Europe. Fait comment on fait pour être sûr de ne pas être qualifié comme résident fiscal du Canada ou de la France ou d'autres pays finalement où c'est pas nécessairement avantageux fiscalement. Et puis, est-ce que c'est possible de vivre là-bas en ayant des actifs ici qui croient libres d'impôts? Comment ça fonctionne un petit peu tout ça? Ouais, ça c'est une très bonne question. Et si vous êtes dans cette situation, je recommande de parler avec un expert aussi, pas juste écouter à cette vidéo et prendre votre décision par rapport à ça. Ouais. Mais quelque chose de très important à savoir, c'est que vous allez toujours payer les impôts basés de où vous vivez. C'est pas où votre société vit ou où vous avez vos actifs, c'est où toi tu vis comme individuel. Ouais. Alors par exemple, si moi je suis Kevin au Canada et j'ai resté au Canada mais j'ai ouvert une société ici à Dubaï et l'argent rentre à Dubaï, je fais mon argent, si tout va bien. Ouais. Cette société à Dubaï, en réalité, serait imposable au Canada. Ouais. Au niveau de la corporation et au niveau personnel aussi. OK. Il y a beaucoup de gens qui pensent, ah, OK, ben, si j'ouvre une entreprise à Dubaï, ça serait juste imposable là-bas. Moi, je me paie personnellement, à ce point-là, ça serait imposable au Canada. Ouais. Mais non, c'est pas ça, c'est les deux choses. Wow. Même si vous avez une société au Canada, OK. par exemple, une agence de marketing, OK. et c'est au Canada, mais vous vivez aux Émirats, Ouais. techniquement, hein, cette entreprise au Canada serait imposable seulement aux Émirats. Ouais. Alors, c'est pas juste où vous avez enregistré cette société, c'est où Ok. la société est contrôlée. OK. Ça, c'est la chose la plus importante. Je pense qu'il y a des montages possibles, en fait, où j'ai des collègues qui sont venus s'installer ici, qui donc ont leur équipe au Canada et qu'eux ont créé une société finalement à Dubaï. Cette société à Dubaï, elle facture leur société finalement au Canada et ils sont capables de Oui. facturer un certain montant et d'avoir des revenus libres d'impôts ici à Dubaï. Donc ça, c'est des montages qui Ça, peuvent oui. être possibles. Ouais, ça, c'est possible. Ouais, mais il ne faut pas habiter plus que 180 jours au Canada, ni avoir de carte de crédit, de compte en banque ou d'adresse pour éviter le risque d'être requalifié comme résident fiscal canadien. Ouais. Il y a une chose qui s'appelle un tie, comme un lien à le pays. Alors, si vous avez un compte de banque ou un numéro de téléphone, ou vous avez une carte de crédit, ça, tout seul, c'est pas assez pour vous faire un tax resident Ouais, au Canada. ouais. Alors, si vous avez juste ça, vous allez pas être imposable au Canada juste parce que vous avez une carte de crédit. Mais si vous avez trop de liens au Canada, ça va vous aider à devenir un. OK. Mais il y a des choses très importantes que vous avez besoin de faire. OK. Si vous avez une propriété au Canada, si c'est une propriété principale, vous avez besoin de la louer à quelqu'un d'autre. OK. Et ça peut pas être ta famille, ton cousin. Ça peut Ok. pas être quelqu'un within arm's length, on appelle. OK. Alors, si tu loues à ta mère, oh, ma mère vit là-bas. Non. Ouais. Ça peut Non, pas. ça fonctionne pas. Ça doit être quelqu'un que tu connais pas. OK. Et si tu veux pas la louer, tu dois la vendre. OK. Et par rapport à la famille aussi. Ok. Alors, si vous êtes marié, Ouais. elle ou lui, ça dépend c'est quoi la relation, ils doivent venir avec toi à Dubaï. OK. Ils doivent aussi expatrier Ouais. les enfants. Alors, ouais, ça c'est la seule chose. Les Donc, enfants. tu peux pas avoir tes enfants, tu peux pas venir vivre à Dubaï, avoir tes enfants finalement au Canada. Tu peux pas être considéré comme résident fiscal Oui. canadien parce que tes centres d'intérêt Ouais. sont finalement au Canada. Ouais. Mais dans ce cas-là, j'avais un client, il est divorcé. Ouais. Sa ex, elle prend charge des enfants. OK, Ouais. dans ce cas-là, c'est bon parce que vous êtes séparés. Il y a un détachement. Ouais, Oui. c'est pas en effet. directement Ouais, relié vous êtes- avec toi. Ouais. Ouais, En ouais. effet, Mais en si vous effet. êtes quand même marié, Ouais. il faut se divorcer pour que. Donc, bien. ça, en fait, il y a beaucoup de gens qui vont trouver ça intéressant de parler finalement de la structuration des entreprises, tout ça. Je pense que vraiment la meilleure façon d'en apprendre, c'est de booker un call avec Kevin, si Ouais. vous voulez mon avis, ou avec son équipe. Mais derrière, est-ce qu'on peut parler un petit peu des frais, des coûts que ça prend finalement pour venir s'installer ici? Puis ensuite de ça, on va parler peut-être un petit peu du coût de la vie, tout ça, pour que les gens comprennent Ouais. venir s'installer à Dubaï, c'est quoi la réalité en fonction des quartiers, tout ça. Mais donc, juste ouvrir l'entreprise, faire le visa, 2 semaines on n'est pas ici, 2 semaines on est ici, les 2 semaines qu'on est ici, une semaine pour l'Emirates ID, une autre semaine pour ce qui est finalement des comptes en banque. Une fois qu'on est ici et que tout ce processus est fait, on te facture avant, on te facture après, combien ça coûte, comment ça fonctionne un petit peu? Ouais, alors pour travailler avec nous, on prend 2 ou 3 paiements. OK. On commence avec un dépôt ou un paiement de 50%, ça dépend.
par rapport au prix au complet, ça dépend spécifiquement de combien combien de permis de résidence vous avez besoin de. Si vous avez besoin d'un compte de banque spécifique ou... Ça dépend. Mais normalement, le prix au complet pour une personne, c'est environ 8 000 €. OK. Pour le tout, nos frais de service, c'est 2 000 € environ. Le Forex va toujours changer. Ouais. Mais, ouais, ça, c'est normalement le prix. Et par rapport au paiement, on commence avec un dépôt de 1 362 $ américains, alors environ 1 000 € encore. Ouais. On fait le onboarding, on prend tous les documents, on fait la soumission initiale au gouvernement et à ce point-là, on est prêt à prendre le deuxième paiement pour vraiment donner la licence au client et, faire et obtenir le permis d'entrée. OK. À ce point-là, quand ça c'est complété, on est à la moitié du processus, on prend le paiement final OK. et le client entre à Dubaï, on termine le tout. Et ouais, c'est très simple. Donc, alors. en tout, disons un budget de 10 000 pour venir s'installer ici. Ouais, avec les billets d'avion. Avec les billets d'avion. Ouais, avec les billets. Ouais, 8 000 € pour le setup initial, pour une personne. Si, si vous avez une personne additionnelle, garde en tête que ça serait un coût additionnel d'environ 2 000 € pour faire un upgrade pour la licence, pour laisser 2 personnes en dessous de la licence et pour leur coût de résidence. Ouais. Et ouais, avec nous, nos frais de service ne changent pas. Alors, si c'est une personne, 2 personnes, 3 personnes, même 7 personnes, comme j'ai dit, j'avais un client récemment, 7 personnes, même l'entreprise qu'on a fait, une très grande entreprise, on ne change pas nos frais de service, mais honnêtement, on devrait. C'est très grave parce que c'est beaucoup de travail. Mais c'est bon. Normalement, c'est toujours 2 000 € flat fee. Par personne. OK, c'est super intéressant. Par société. Par société. Ouais. Okay. Additionnellement, c'est pour une autre personne. Mon point, c'est qu'on ne va pas mettre un frais de service de GenZone additionnel. OK. Alors, si tu commences maintenant avec 2 personnes, ça serait le même prix que si tu commençais avec une personne et dans le futur, on ajoute une autre personne. Ça serait le même prix exact. Alors, pour 2 personnes, juste mettre 2 000 €. Et ouais, tes billets d'avion, 1 000 €. Ouais. OK. Est-ce qu'il y a des frais récurrents pour maintenir la société annuellement? C'est des frais qu'on paie à GenZone, c'est des frais qu'on paie à un comptable. Comment ça fonctionne une fois que la corporation est mise en place? Les visas durent 2 ans. Pour renouveler les visas, tout ça, est-ce qu'on doit payer des frais? Oui, ouais. Alors ça, c'est quelque chose de très important parce que je connais beaucoup de gens où ils ont travaillé avec une agence qui ont littéralement évité de dire cette information parce que eux, ils veulent juste, close the deal. Ouais. Ils s'en foutent du client. Moi, c'est important d'être très transparent du début à la fin. Alors, dans tous nos devis, les prix pour le renouvellement, c'est au bas de la page. OK. Alors, pour la licence, si c'est une licence avec une allocation pour une personne, alors un permis de résidence, le prix exact, c'est 17 100 dirhams. Et ça, c'est en euros, 4 300 € environ. Si c'est une licence pour 2 personnes qui laisse 2 personnes être en dessous de la licence, c'est exactement 19 100 dirhams. Alors, ce coût, c'est en euros, ça serait 4 800 €. Ouais, exactement. En dollars, 5 200. Ouais. OK. Alors, ça, c'est très important parce que la licence doit être renouvelée chaque année. C'est pas quelque chose que tu peux skipper une année ou décider de pas le payer. Tu dois le payer. Okay. Sinon, le gouvernement va te donner des penalties. C'est super intéressant. Fait que chaque année, une fois que la corporation est ouverte, on a environ des frais de 5 000 € pour maintenir la corporation formellement ouverte. Ouais. OK. Alors ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est le permis de résidence. Parce que la licence ne paye pas pour la permis de résidence. OK. La licence, c'est pour une année. Le permis de résidence, c'est pour 2 années. OK. Alors, dans ce cas-là, dans 2 années, vous avez besoin de payer encore pour la licence et pour les permis de résidence. Ouais. Le permis de résidence coûte environ 1 000 €. OK. Alors, si c'est une personne, c'est 1 000 €. Si c'est 2 personnes, c'est 2 000 €. Ouais. Et en addition, vous avez besoin de payer pour un autre médical et une nouvelle carte d'identité Emirates ID. OK. Ces frais-là sont environ 400 €. OK. Par personne. 1 400 € aux 2 ans et 5 000 € environ chaque année. Oui, Donc, chaque année. disons, on a un entrepreneur, il fait, je sais pas moi, 5 000 € par mois, 10 000 € par mois. Est-ce que tu recommandes à ce type d'entrepreneur de venir t'installer sur Dubaï? C'est quoi le minimum, finalement, de revenus, chiffre d'affaires qu'il faudrait faire pour venir s'installer ici? Ouais, si c'est une question littéralement juste de est-ce que j'économise plus si je déménage à Dubaï, 100% juste pour les impôts, ça dépend. Ouais. Mais une chose autre que je voudrais mentionner, c'est aussi, il y a des coûts de comptabilité si tu le fais pas toi-même. Ouais. OK. Comme au Canada, en France, c'est la même chose. Tu vas payer 1 500 € par année pour faire le tout. Ouais. Alors ça, c'est quelque chose d'autre à garder en tête parce que oui, c'est quelque chose qu'on doit faire ici à Dubaï. Il y a des personnes qui pensent que oh, j'ai pas besoin de faire de la comptabilité, il n'y a pas d'impôts, blablabla. Non, tu dois quand même si vous avez un revenu de 0, un bénéfice net de 0, on doit déclarer 0. OK. OK? Et OK, pour répondre à ta question,
Honnêtement, c'est une très bonne question parce que si quelqu'un gagne environ, on va dire 50 000 euros par année, ils vont payer combien d'impôts? 25, peut-être 20 000 euros. 20 000 euros, Ouais. 20 000 euros, d'accord. Ouais. Alors, s'ils payent 20 millions d'euros, oui, si on pense du côté mathématique, oui, ils vont quand même économiser de l'argent s'ils déménagent ici à Dubaï. Ouais. Oui. Alors, je pense que le numéro serait comme s'ils gagnent un bénéfice net de 40 000 euros, les impôts seraient combien à ce point-là? 10 000? Ouais, 10 000 euros. À ce point-là, ça fait pas beaucoup de sens. Mais quand même, comme j'ai dit au début du podcast, quand tu déménages ici à Dubaï, c'est pas juste pour économiser les impôts. Moi-même, initialement, c'était juste pour économiser les impôts. Ouais. Et la température. J'adore Dubaï. Il y a du soleil chaque jour. Ouais. Mais quand tu viens ici et tu fais le networking avec des autres personnes dans ton industrie ou dans un autre business, ils te donnent des idées et tu te mets en partenariat avec eux, tu vas gagner plus d'argent. Je suis presque 100% sûr. J'ai littéralement eu, dans toutes les entreprises que j'ai ouvertes, on a eu plusieurs personnes qui n'avaient pas de business. Ils avaient juste économisé littéralement juste 20 000, 30 000 $. J'étais comme, pourquoi est-ce qu'ils déménagent? Il est comme, Kevin, la raison, c'est que je sais que Dubaï a beaucoup d'entrepreneurs. Et une fois que j'arrive là, je vais trouver une opportunité et je vais gagner plus. They put their back on the wall so that they're going to be successful. Et moi-même, honnêtement, ça me fait pas confortable faire un setup pour quelqu'un qui est dans cette position. Parce que pour moi, je veux pas entendre « Oh, Kevin, j'ai des problèmes financiers. C'est pas un bon feeling. Alors, même sur notre booking form, j'ai écrit « Si vous avez un net worth en dessous de 50 000, si vous réconsidère prendre le rendez-vous. Mais des personnes le font quand même. Et j'ai vu une personne en spécifique, un de mes clients, il est venu avec littéralement rien. Et après 3 ans, ce gars gagne environ 40 000 euros par mois. Ah ouais, hein? Ouais, je suis comme wow! Littéralement avec rien du tout. On en a parlé aussi dans le dernier podcast avec Florence. C'est le nouveau rêve américain, finalement, venir à Dubaï. Puis on peut partir de rien, puis créer quelque chose de magnifique. Ouais, puis on a parlé networking, justement. On peut rencontrer des gens qui vont complètement changer notre vie, complètement changer notre business aussi. Parce que derrière, ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'il y a un coût de la vie ici à Dubaï. On peut vivre finalement dans des quartiers qui coûtent vraiment pas cher, avec un style de vie malheureusement médiocre, ou on peut vivre dans des quartiers qui coûtent super cher. Donc, il est où le juste milieu? Si par exemple quelqu'un veut venir s'installer ici, combien... Enfin, moi, je le sais, mais j'ai envie de savoir un petit peu ton background par rapport à ça. C'est quoi les loyers environ auxquels il faut s'attendre? C'est quoi les coûts de la vie pour faire les courses et tout ça, l'épicerie? J'ai fait une vidéo par rapport à ça sur notre chaîne avant aussi. Alors, c'est une très bonne question parce que oui, si tu déménages ici, tu veux pas avoir une qualité de vie inférieure au Canada ou en France ou n'importe où. Alors, si tu veux vivre, même downtown, acheter qu'est-ce que tu veux, manger où tu veux, encore, within reason, tu peux pas aller à Salt Bay chaque soir, là. Mais, within reason, tu peux bien vivre pour une personne avec 5 000 $ chaque mois. Pas dollars canadiens, dollars américains. Dollars américains. Tu peux très bien vivre avec un appartement avec une chambre. Dans downtown, près du Burj Khalifa. Alors, si tu veux économiser, tu peux. Tu peux... si tu veux, tu peux vivre même dans un endroit qui est quand même bon, comme JVC. Et tu peux... une rente là-bas, ça serait environ 2 000 $ par mois, américains. La nourriture par mois, 1 000 $ par mois, 1 500. Les taxis, ça serait un coût additionnel, mais avec 3 000 €, 4 000 $, tu peux bien vivre. Ça, c'est clair. Nous, on vit à la Marina. Toi aussi, tu vis... tu vis où, toi? Downtown. Littéralement à côté du Burj. Ouais, exactement. Fait que ça coûte super cher, ces endroits-là, en termes de loyer, tout ça. Mais c'est vrai que s'il y a des gens qui veulent avoir un style de vie un peu plus modeste, nous, on est là-bas juste parce que nos bureaux sont là-bas, en fait, pour la firme pour laquelle je travaille. Mais c'est vrai que tu peux vraiment diminuer, finalement, tous tes coûts. Donc, c'est important pour les gens qui écoutent de aussi, avant de venir ici, comprendre quelles sont les régions où je peux habiter à Dubaï en fonction des revenus que je génère aujourd'hui. Puis plus tes revenus deviennent importants, plus tu peux finalement upgrade un petit peu la communauté dans laquelle tu vis. S'informer des quartiers, s'informer aussi de quel secteur est peut-être le mieux pour nous, si on a une famille. C'est important de voir les écoles, etc. Ça, c'est un bon point. Est-ce qu'on est des citadins? Est-ce qu'on va être près de la ville ou on veut s'éloigner un petit peu? Parce qu'il y a plein de beaux quartiers qui sont justement un petit peu plus éloignés de, si on pourrait dire, downtown ou les hubs comme justement Dubai Marina ou ce genre de... Donc parlons de ça. Finalement, là, on a beaucoup parlé de Gen Zone. Niveau immobilier, là, tu t'es lancé, ça fait combien de temps que la division immobilière est ouverte? Officiellement, plus d'une année maintenant. OK. Mais on le faisait, sans une licence avec des autres partenaires. Ouais. Pour
environ 2 ans et demi. OK, wow. Et ouais, ça va très bien. OK. Parce que toi, financièrement, tu t'es investi aussi dans le marché de l'immobilier. Ouais, j'ai 4 propriétés. Ici à Dubaï, c'est formidable. Est-ce que tu as utilisé une hypothèque ou un mortgage avec des banques ou tu l'as fait directement en cash? Comment tu t'es organisé un petit peu? Pour une de mes propriétés, j'ai pris un prêt avec la banque. OK. C'est pour une propriété downtown. OK. C'est un building qui s'appelle Burj Views. OK. J'ai une vue totale du Burj Khalifa. OK. Honnêtement, OK. j'ai pris la meilleure propriété. C'était même pas sur le marché. OK. OK. Moi, quand j'achète des immobiliers ici, j'adore avoir un bon deal. Ouais. Pour moi, avoir quelque chose que je suis très content avec, c'est très important. Et la même chose pour mes clients. Ouais. Je veux que quand ils achètent la propriété, ils l'achètent avec un sourire. Ouais, ça tombe pas dans Ouais. l'oreille d'un sourd. On fera affaire ensemble pour la suite et tout ça. Mais en fait, moi, je suis moi-même entrepreneur. On a des salaires finalement qui sont instables. Donc ici, c'est très, très facile d'avoir un mortgage quand il y a un salaire fixe. Quand on a une preuve de l'employeur, voici le salaire. Comment tu fait en fait? Parce qu'en tant qu'entrepreneur, c'est plus difficile. Alors, si vous êtes entrepreneur, vous allez ouvrir une société ici à Dubaï. Ouais. Pour avoir un prêt, vous avez besoin au minimum 12 mois de documents de votre banque OK. qui déclarent vos revenus. OK. Ça, c'est le minimum. Et avec ça, vous allez avoir un prêt de maximum 50%. Ah ouais. Alors, tu dois put down 50%. OK. Après 2 années, OK. à ce point-là, la banque va te donner un prêt de 80%. OK. OK. Maximum. Maximum, ouais. Ouais. Alors, moi, j'ai eu un prêt de 80% parce que j'ai 2 ans des d'activité documents. Ouais, avec, beaucoup plus de 2 ans d'activité. J'ai un bureau, j'ai des employés, tout ça. Ouais, un revenu. Même la banque, à ce point-là, si vous avez un business, ils vont venir à votre bureau pour vraiment voir que vous travaillez là. C'est pas un fake business pour avoir un prêt, un prêt illégal avec un mortgage fraud. Parce que honnêtement, ça se passe beaucoup dans Ouais, il y en a dans ces énormément. endroits. Ici, Ouais. même, les personnes font ça toujours. Ouais. Alors oui, ils vont venir. Mais même si tu as un business en ligne, sans bureau réel, c'est fine. Tu n'as pas besoin d'avoir un bureau. C'est juste quelque chose additionnel que la banque est content avec. Alors, ça va te donner le prêt plus rapidement. Alors oui, j'ai acheté une propriété avec un prêt. OK. La valeur de la propriété, c'est 1,775 millions OK. pour une chambre. OK. Littéralement, où je vivais avant, Ouais. j'ai acheté l'appartement au-dessus de moi. Ah, OK. nice. Ouais, c'était- AED ou US? Juste pour ton- AED. OK, Alors, OK. en US, ça serait environ 400 000. C'est un bon deal. 450 000. Tu as trouvé un appartement one bedroom 400 000 avec vue sur le Burj Khalifa? Oui. That's a good deal. Perfect view. Littéralement, une vue parfaite et Ok. il n'y a pas de building qui va bloquer la vue. OK. Alors, Ouais. honestly, c'est un steal of a deal. Ok. Je l'ai eu off-market. OK. La personne voulait le vendre, mais je l'ai pris rapidement. Et autant quand je l'ai acheté, parce que ça fait 1 an et quelques mois, c'est pas longtemps pour Ouais. celui-là. OK. Quand je l'ai acheté, c'était la propriété pour une chambre la plus chère dans ce bâtiment-là. Ah ouais, wow. OK, wow. Alors tout le monde était comme, oh Kevin, t'es fou, t'es fou. Maintenant, si je voulais le revendre, facilement 2 millions, 2,1, 2,2. Facilement. Et ma rente sur cette propriété, Ouais. c'est 150 000 dirhams par année. Ouais. Ils m'ont payé ça dans un virement, un paiement. Ouais, parce que c'est ça ici. Ouais. T'as payé 1,7 million. Ta rente est de 1,5 Ouais. de 150 000 Yeah. par année. Il te paye en une fois. Ça Oui. fait environ 9% de rendement net dans tes poches. Ouais. Après tous les Ouais, tous c'est les vrai, il y a des frais, charges, tout tout ça, ça. la maths exact parce que j'ai aussi fait une petite rénovation sur la propriété. Petite, j'ai changé le plancher, j'ai Ouais. mis la peinture sur les murs, tout ça. Ouais. J'ai fait des petits changements, pas beaucoup. Et mon revenu net, mon bénéfice net pour la propriété, chaque année, c'est 7,23%. OK. Wow. 7,9%. Qui est fou. Pour downtown, Ben oui, c'est c'est super. incroyable. Pour downtown, Ouais. normalement, quelque chose de downtown, c'est 5%. Ouais. 5%. Moi, j'ai 7%. Ouais. Parce que j'ai trouvé un bon deal, mais autant, c'était cher. Ouais. Mais si tu mets un peu de choses dans la propriété, tu changes le plancher, tout ça. Donc là, tu es ça sur va une bien aller. stratégie de capital appreciation, mais en même temps d'aller chercher finalement Ouais. un rental income. Ouais, 100%. Pour moi, ça, c'est bon. J'ai un studio à Business Bay aussi. Ok. Et Ok. avec mon partenaire, on a un one bed dans Business Bay aussi. OK, nice. Celui-là, on a aussi combiné pour lui, il a fait un prêt. OK. OK. Moi, avec mon partenaire, littéralement, tout ce que j'ai, on Ouais, peut le combine. combiner. Ouais. Ouais. Cette propriété, c'est la mienne, mais on a un off-plan ensemble, OK. quelque chose en construction. Celui-là m'a gagné beaucoup d'argent. Ah ouais. On l'a acheté pour 800 000 OK. dans une zone qui s'appelle DLRC, OK. Ok. Dubai Land Residence Complex. Ouais.
On l'a acheté pour 800 000. Maintenant, le prix, c'est 1,1, 1,2. Ah ouais, Wow. wow. Il y a Ouais. combien de temps que tu l'as acheté? Même pas une an et demi. Wow. Ouais. OK. Et la meilleure partie, c'est que, comme avec la banque où ils m'ont donné un prêt, Ouais. j'ai seulement fait des petits paiements Ouais. sur la propriété parce que c'est off-plan. Ouais. Alors, j'ai pas payé au complet. J'ai gagné environ 400 000 dirhams ou 350 000 dirhams Ouais. et j'ai seulement mis 450 000 dirhams dans la propriété. Ouais, Ouais. Quand tu regardes ton return, Ouais. il est incroyable parce que c'est 100%. un petit apport que tu as mis puis la Ouais. valeur elle a augmenté. Mais on en 100%. avait parlé Ah, justement on en dans avait le parlé premier le premier podcast qu'on avait fait, l'avantage justement d'aller avec du off-plan au niveau de l'immobilier sur Dubaï. là. C'est très bon. C'est Ouais. fantastique. Si tu si tu achètes quelque chose avec une bonne stratégie, tu vas bien gagner de Ouais, l'argent. tu vas bien gagner de l'argent. Il y a beaucoup de bâtiments qui sont pas bons pour un investisseur, Mm-hmm. dans le sens où si tu l'achètes juste pour gagner de l'argent, Ouais. peut-être tu vas perdre de l'argent. Ouais. C'est pas comme, OK, j'achète ça, je vais gagner de l'argent. Il y a plusieurs off-plan ici à Dubaï où tu vas perdre de l'argent. Alors ça, c'est pourquoi il est important de savoir, OK, j'investis dans quoi? Ouais. C'est quoi le potentiel du revenu? Ouais. Est-ce que le prix, ça fait du sens? Est-ce Ouais. qu'il y a des choses à côté qui sont un prix similaire? Ouais. Oui, non, OK. Il y a des projets ici à Downtown. Il y a beaucoup de développeurs où ils ont beaucoup de bons projets et beaucoup de mauvais projets aussi. Et c'est vraiment faire la distinction entre ces projets. Mais tu peux gagner beaucoup d'argent. J'ai des développeurs où si tu payes 100% en cash, aujourd'hui, ils vont te donner un rabais de comme 20% sur la propriété. Ouais. Et Ouais. c'est pas comme une illusion d'un rabais. C'est vraiment un rabais parce que moi, je peux aller sur les transactions du gouvernement et voir que des autres gens ont payé 1,4 pour une propriété que toi, tu peux acheter aujourd'hui pour 1,2. Ouais. Et la propriété serait après dans 7 mois, même moins que 7 mois, Ouais. dans cet exemple où je vous parle. Ouais. C'est quelque chose par Bingati. Ouais. Ouais. Eux, ils sont très vite avec la Ouais, j'avais construction. entendu parler de ces Ouais, opportunités-là ouais, avec ça, eux. En plus, ce qui est bien, c'est que quand tu es à 7 mois de la construction, tu peux le voir, c'est tangible. Ouais. Bon, puis après ça, il y a tout le temps un petit peu de retard, 6 mois, 1 an de retard. Ouais, ouais. Mais après ça, tu as tellement fait de profit sur le off-plan que ça te dérange pas. Puis beaucoup de gens attendent le completion pour vendre. Oui. Parce que le risque, en fait, il est dans le off-plan. C'est Oui. quand c'est pas construit, il faut faire confiance aux développeurs, tout ça. Ouais. Mais dès que c'est complété, puis que la propriété est sortie de terre, ben c'est là où que ça prend vraiment encore plus de valeur. Toi, est-ce que ta stratégie avec ces off-plans-là, c'est de sortir ou si tu veux te faire un parc immobilier finalement de properties? Moi, je pense que ça dépend une fois qu'elles sont complétées parce que les choses changent toujours. Ouais. À ce moment, quand tu me demandes cette question, je pense que je vais les vendre parce que il y a beaucoup plus de potentiel en revenu d'acheter quelque chose qui est nouveau. Ouais, de quelque chose de off-plan. Quelque chose d'off-plan, ouais. Ok. Si à ce point-là, parce que le prochain off-plan qu'on a, ça handover dans environ 7 à 12 mois. OK. OK. Une fois que c'est prêt, on va voir, mais je pense que je vais la vendre et recommencer encore. Parce que mon truc, c'est juste acheter dans une zone qui a pas beaucoup de bâtiments, Ouais. qui est fresh. Ouais. Et ensuite, à ce point-là, OK, d'accord, ça va apprécier. Parce que les développeurs, leur stratégie, c'est aussi gagner de l'argent pour leurs clients. Ouais. Bien sûr. Ouais, Si tu gagnes 100%. pas d'argent, tu vas te fâcher, tu vas pas acheter plus. Ouais, non, 100%. Tu sais? Alors, et by the way, pour quelqu'un qui regarde ça, je recommande pas juste Bengati. C'est Ouais. juste un exemple parce qu'il y a beaucoup de développeurs. Oui, il y en a plein Il y a qui des sont choses de excellents. Bengati que j'aime pas et il y a des choses que j'adore. Alors, ça dépend. Alors, juste garde ça en tête. Par contre, Mais on avait eu la conversation ensemble, tu recommandes plus Dubaï qu'Abu Dhabi, par exemple. moi, personnellement, oui, la Ouais. liquidité ici à Dubaï, Ouais. c'est vraiment, vraiment élevé. Alors, si tu veux vendre une propriété ici et tu le vends à un prix normal, si tu le vends à un prix qui Ouais, ouais, est trop, C'est ça plus va pas facile. vendre. Mais Ouais. ici, ouais, c'est très facile. Ma propriété, par exemple, que j'ai achetée pour 1,775, si je voulais la vendre pour 2,1 aujourd'hui, je pourrais la vendre dans 2-3 semaines. Je suis sûr. Ah, ouais. Parce que ça vaut. C'est ce que ça vaut Ouais. autour de toi quand tu regardes, t'analyses, c'est ce que ça vaut. Ouais. Ouais, puis le 100%. Puis le marché est assez rapide aussi. Il y a Ouais. énormément de gens qui arrivent puis qui Ouais. ont besoin d'un Ouais. appartement puis qui veulent être dans le secteur business bay ou dans le secteur Ouais, ouais. justement downtown, etc. C'est des secteurs populaires aussi. Très populaire. Et tu sais quoi? Dans des autres pays, par exemple, si tu vas au downtown dans un autre pays, Ouais. downtown, ça va pas créditer comme 10% par année. Ouais. Ici à Dubaï, downtown, dans les derniers 12 mois, a crédité par 12%.
Ouais, c'est fou. Hein? Ça, c'est fou. Ouais. Parce que même quand tu regardes Toronto ou Londres en ce moment, c'est des endroits où l'immobilier est en train de stagner, voire est en train de diminuer sur ces zones-là, parce qu'on est sur des vieux buildings, tout ça. Alors qu'ici, ils font des choses qui sont au goût du jour. Ils ont de l'immobilier finalement qui est vraiment bien construit, de la qualité. Donc non, c'est vraiment un bon marché. J'ai hâte de voir un petit peu ce que ça peut donner. Quand tu bâtis ce parc immobilier, est-ce que tu le bâtis en nom propre, tu le mets dans une corporation? Ici, c'est quoi les avantages finalement d'utiliser ces différentes structures? Je sais que moi, j'ai ouvert une holding ici pour mettre des actifs, mais est-ce que j'ai bien fait ou j'aurais dû plus le laisser en personnel? Comment tu traites ça, toi, un petit peu? Ça dépend à la personne. Des personnes veulent protéger ses actifs avec une entreprise. Ouais. Alors oui, ça pourrait être bon si tu veux protéger tes propriétés. J'ai plusieurs clients qui le font. Moi, personnellement, à ce point-là, mes actifs sont en dessous de mon nom personnel. OK. Et une des raisons pourquoi, c'est à cause que ici, les gains sur la propriété, sur ton nom personnel, sont imposables à 0%. Alors pour moi, c'est si simple. J'ai pas besoin de faire la comptabilité pour cette société parce qu'il y a des actifs. C'est juste simple. Mais oui, je vais changer cette structure bientôt parce que oui, ça vaut la peine. Si quelqu'un veut faire quelque chose, exactement. Même si c'est pas la vérité, quelqu'un veut te faire un case, tu peux rien faire. Ouais, exactement. Puis de freeze tes actifs, puis tout ça. Non, Ouais. Fait qu'il y a un aspect qu'on n'a pas parlé, je trouve, pendant le podcast, c'est un petit peu les avantages de venir ici à Dubaï. Pour moi, oui, il y a la température, il y a tout ça, mais il y a aussi la sécurité qu'on n'a pas vraiment parlé. Aujourd'hui, on regarde le Canada, on regarde le UK, la France, il y a beaucoup de conflits, il y a extrêmement beaucoup de polarité finalement dans ces sociétés, tout ça. Ici, c'est extrêmement sécuritaire. Je vois que tu as une super belle montre. T'as pas peur finalement en te promenant dans la rue avec cette montre-là. Puis non, tout ça. pas du tout. Honnêtement, Dubaï est très sécuritaire. Vous avez mentionné qu'il y a des familles qui déménagent ici aussi. C'est littéralement le meilleur endroit au monde pour une famille. Si j'avais un enfant de 3 ans et j'avais besoin de le laisser courir dans une rue tout seul pour une journée entière, Dubaï, c'est le meilleur endroit pour ça. Il va revenir chez moi avec de l'argent dans sa poche. Il y a quelqu'un qui va l'avoir aidé. Puis tout ça. Surtout quand c'est des gated community puis tout ça. Il y avait ça aussi. Même si tu le laissais courir downtown, il va revenir chez toi sans problème. Bien évidemment, il doit avoir de l'information pour retourner chez toi, mais le point, c'est qu'ici à Dubaï, c'est sécuritaire. Personne va te faire mal. Personne va te scam. Ici, actually, ça, c'est quelque chose de différent. Il y en a beaucoup de personnes qui font ces types de scams. Ça, c'est la seule chose à Dubaï. Parce que beaucoup de gens, ils arrivent ici juste pour un court terme et ils vont essayer de faire des trucs, des petites choses ici pour gagner de l'argent et ensuite partir. Alors ça, c'est quelque chose que tu dois savoir. Parce que moi, comme Canadien, quand je vois un Canadien ou une autre personne, je pense toujours le mieux d'eux. Comme ils vont me faire la meilleure chose, ils vont me donner un bon service. Mais c'est pas toujours la même chose dans les autres cultures. Alors ça, c'est la seule chose. Mais en termes de sécurité physique, Dubaï, c'est le meilleur endroit au monde. C'est le meilleur spot pour 100%. 100%. C'est vraiment intéressant. Fait que là, il y a donc Gen Zone Realty, Gen Zone finalement pour les corporations. Aujourd'hui, ton entreprise a vraiment beaucoup de succès. On a parlé un peu de chiffres tout à l'heure. C'est impressionnant finalement ce que tu réussis à générer en tant qu'entrepreneur et tout ça. C'est quoi finalement qui t'a permis de scaler aussi vite? Aujourd'hui, l'entreprise, je pense que tu as une 30aine d'employés. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'envergure de l'entreprise Je sais qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui nous écoutent. On est tous en train d'essayer de scaler, de s'améliorer en tant qu'entrepreneur. Si tu peux nous parler un petit peu de ton journey d'entrepreneur, où est-ce que tu en es au niveau de tes chiffres d'affaires, tout ça, comment ça fonctionne? Oui, alors je pense que, bien évidemment, rien va grandir rapidement. Ça prend du temps. Mais quand quelqu'un me regarde, il me voit, il voit, oh Kevin, vous êtes très jeune, vous avez grandi très rapidement. Oui, c'est vrai, 4 années, c'est pas beaucoup du temps. Dans le passé, si tu voulais avoir une entreprise, peut-être ça fait 50, 60 ans, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps pour avoir du succès. Alors moi, quelque chose que j'ai vu, c'est si tu veux grandir, il faut que tu améliores ton business par au moins 1% chaque année. Au moins, pas année. Par jour. Par jour, ouais. Par jour, pas année. Ça, c'est trop long. Un petit pourcent tous les jours, tu t'améliores, toi en tant que personne, ton entreprise aussi. Comme ça, tu es capable finalement d'optimiser ta business. C'est un effet de compounding. C'est comme avec la bourse. Si tu investis ton argent aujourd'hui, pour 40 ans, vous allez avoir beaucoup d'argent. Mais si tu le fais et tu veux grandir ton argent dans une année, non. OK? Alors, la même chose avec les entreprises. Et même... Pour moi, la chose numéro 1, c'est le feedback des clients. Alors, quand ils me disent quelque chose,
j'écoute Ouais. et immédiatement, je l'implémente dans mon business. Je le mets dans mon business et je améliore mon service. Ça, c'est la numéro 1 chose que je fais. Ouais. Numéro 2, tu sais, je travaille environ 10 à 16 heures par jour. Il n'y a pas de secret, il faut bûcher, il faut travailler super fort. Avec Nico, Nayel, l'équipe voilà, qu'on est ici, on parle souvent de mettre des systèmes en place. Ouais. J'ai mes parents qui me demandent qu'est-ce que tu fais, j'ai mes amis qui me demandent qu'est-ce que tu fais. Je leur dis, je mets des systèmes en place. Pour eux, je parle chinois parce que bon, quel système tu mets en place, tout ça. Les entrepreneurs qui vont nous écouter vont comprendre qu'une business, ça a besoin de système, ça a besoin d'automatisme. C'est quoi les systèmes qui t'ont fait scaler, toi, lorsque tu as parti ta business ou encore aujourd'hui? C'est quoi les systèmes qu'il faut implémenter, tu penses, pour vraiment scaler rapidement puis arriver à des gros chiffres d'affaires? Je pense que numéro 1, c'est la délégation des choses que tu fais. Ouais. Alors, si tu as un groupe d'équipe qui travaille avec toi, on peut pas tout faire la même chose. Ouais. Toi, tu vas faire ça, moi, je vais faire ça, toi, tu fais ça. Vas-y, 100%. On avance ensemble. Ouais. Parce qu'à ce point-là, il n'y a pas de confusion. Oh, moi, j'ai fait la même chose. Oh, on a fait la même chose ensemble, blablabla. Non. Et à ce point-là, si tu mets ton focus dans une chose spécifique, Ouais. tu vas t'améliorer très rapidement à cette chose. Alors ça, c'est quelque chose de très important. Avoir un système où c'est très clair qui va faire quoi. La deuxième chose que je pense qui est très important, c'est avoir un bon branding pour ton entreprise. Même si tu n'as pas de clients, prends des bonnes photos, prends des bonnes vidéos, Ouais. mets-les en ligne, avoir un bon branding pour que c'est beau à voir. Clean. Ouais, si c'est clean, si c'est laid, ton site web est laid, Ouais. tu fais quoi? Ouais. Si tu mets 100 000 $ en ads, Ouais. tu vas pas avoir un bon résultat. Ouais, si ton site web est pas beau, que tu mets 100 000 $ en ads, tu peux dépenser autant de ads que tu veux, tu n'auras pas un bon résultat. Ça, je suis vraiment d'accord avec toi. Je parle avec beaucoup de gens qui me disent « Oh, Kevin, c'est quoi le secret en marketing pour ads? » Parce que nous, on dépense beaucoup en ads. Ouais. Et je leur dis « Il n'y a pas de secret. Ouais. C'est la première chose, avant que tu commences à faire tes ads, c'est tu dois être sûr que ton business est bon. Il y a du bon succès, tu donnes des bons résultats à tes clients et ton branding est bon aussi. Parce que si tu mets 1000 en ads, tu vas avoir 10 000 impressions, ils vont regarder à ton site web, ils vont regarder à tes revues, tes témoignages, tout ça. Si c'est pas bon, pourquoi est-ce qu'ils vont travailler avec toi? Ouais. Il y a quelqu'un d'autre qui est mieux que toi. Ouais. Pourquoi est-ce que... C'est pas comme, moi j'ai un bon service, ils vont travailler avec moi. Non, des personnes ils s'en foutent de toi. Ouais. Ils veulent un feedback, ils veulent un bon branding, puis ils veulent finalement créer une relation de confiance. Puis en fait, ce que tu dis, c'est que lorsque tu te retrouves à être sur les réseaux, à payer de la pub, c'est des gens qui t'ont jamais vu, te connaissent pas du tout, et tu veux faire en sorte finalement qu'ils débarquent sur ton Instagram qui est top-notch, ton YouTube qui est top-notch, et quand ils tombent sur ton site Internet, ils ont des reviews top-notch de ton service. Ouais. Je suis vraiment, vraiment d'accord avec toi. Ouais. Puis c'est ça, je pense, qui t'a permis de scaler. Puis il y a un autre point où on a une grosse similitude, c'est que trust égale speed. Je te dis ça parce que moi, je fais de la business avec mon frère. Mon frère, je lui fais confiance, c'est-à-dire que dès que finalement je lui donne une tâche ou même lui me donne une tâche puis qu'on se sépare finalement les tâches, je sais qu'il va l'accomplir du mieux qu'il peut. Puis moi, je vais faire la même chose. Aujourd'hui, je suis content, j'ai 4 frères. J'ai donc Nico et Joris aussi avec qui je travaille, fait qu'on va extrêmement vite. C'était la même chose pour toi parce que tu as ton business partner, vous divisez les tâches, puis trust égale speed, vous êtes capable finalement d'aller beaucoup plus vite. Ouais, tu dois avoir un partenaire. Je pense que si vous avez un business, vous êtes solopreneur, vous travaillez tout seul, OK, c'est bon, tu vas garder 100% des profits, mais si tu gardes 100% des profits, mais c'est un profit plus petit. Ouais. C'est un pie plus petit. Ouais. Mais je te dis pas si vous avez un business maintenant qui est bon de trouver quelqu'un sur la rue et leur dire prends 50% de ma société. Non. Ça c'est pas le point. Mais si c'est pas quelqu'un qui travaille et qui est un partenaire avec equity dans l'entreprise, vous avez pas besoin de ça. Vous avez juste besoin d'un partenaire qui est prêt à travailler avec vous, aussi fort que vous et qui a la même vision que toi aussi. Alors, dans ce respect, je pense que je suis très chanceux d'avoir un partenaire qui a littéralement la même vision que moi en termes de qualité de service, vitesse, le prix, littéralement tout. Et ça m'a aidé parce que j'aurais pu trouver quelqu'un et être ami avec quelqu'un parce que c'est mon meilleur ami. Ouais. Si c'était quelqu'un d'autre, peut-être je serais jamais ici. La même chose pour lui. Ouais. Ah, c'est vraiment intéressant. Puis en fait, c'est fou comment, en fait, c'est beaucoup plus agréable aussi d'évoluer avec son ami. Parce que faire de la business avec son ami, c'est une personne que t'aimes, tu as toutes ses victoires avec elle, tout ça. Ouais. Fait que non, ça c'est incroyable. Moi, je suis curieux parce qu'au Canada, j'avais un certain rapport avec l'argent.
qui est beaucoup différent finalement du rapport avec l'argent que j'ai aujourd'hui. J'ai eu les mêmes réactions de toi quand j'ai fait mes premières grosses payes. Wow, $500, my God, c'est quoi ça? Ouais. Comment ton rapport à l'argent a changé aujourd'hui à Dubaï où tu dépenses plusieurs milliers de dollars tous les mois en ads, tout ça? Ouais. C'est quoi ta relation aujourd'hui avec l'argent? Is it a tool or is it for fun? Ou comment tu vois l'argent aujourd'hui? Ouais, ça c'est une très bonne question parce que je me rappelle bien que je pense que maintenant, honnêtement, oui, j'adore l'argent. C'est bon, c'est un tool. Mais pour moi, personnellement, ça m'a changé la vie ou dans le sens que je dépense pas plus que je dépensais avant. Maintenant, ma rente, oui, c'est le double. Le coût de ma vie, c'est un petit peu plus, mais c'est pas quelque chose de fou. Ouais. Mais pour moi, c'est le fait que maintenant, j'ai de l'argent et j'ai plus de stress. Ou si j'arrête mon entreprise maintenant, c'est bon. J'ai pas besoin de travailler plus. Ouais. Alors, à ce point-là, avoir plus d'argent, c'est pas quelque chose nécessairement d'important pour moi. Je parlais même avec un client l'autre journée, je lui ai dit, tu sais, j'économise 50% de mes profits en impôts, mais c'est plus la raison pourquoi je reste ici à Dubaï. Ouais. Maintenant, c'est pour le lifestyle. Ouais. C'est pour la sécurité. Ouais. Parce que même au Canada, comme moi, j'étais là et je vivais là-bas. Quand je retourne au Canada même, je me sens pas bien dans ma maison. Pas dans ma maison, mais dans la maison de mes parents. Je me sens pas bien là-bas. C'est comme... Il faut que je laisse ma montre ici à Dubaï. Je n'amène pas mon argent. Mes portefeuilles de crypto, je les laisse ici à Dubaï. Mais anyway, par rapport au lifestyle, je pense qu'une fois que tu dépasses un bénéfice net d'une entreprise par année ou par mois de 25 000 $ américains à toi, dans tes poches, à ce point-là, ça va pas vraiment te changer la vie. Ouais. Parce que même maintenant, je dépense presque le même montant d'argent que je dépensais l'année passée ou 2 années avant. Ouais. Je pense qu'il y a des personnes où ils vont dépenser beaucoup d'argent, ils vont gaspiller. Ouais. Mais ça dépend pour la personne. Pour moi, je suis très conservatif en termes de l'argent que j'économise. Parce que moi, c'est important d'avoir de l'argent et de garder mon argent. Ouais, c'est important. C'est vraiment le fun. Mais fait que là, pour tous les expatriés qui nous écoutent, tout ça, moi, je suis conseiller financier. Fait que je vais te poser des questions de conseiller financier typique un peu. C'est dans ma nature. Mais donc, aujourd'hui, tu mets de l'argent de côté. Mais c'est quoi tes objectifs? Pourquoi tu mets cet argent de l'autre côté? C'est quoi les prochaines étapes pour Kevin, tant au niveau de GenZone qu'au niveau personnel? Moi, mon but, c'est de vraiment sécuriser mon futur. Alors, quand je gagne de l'argent, j'achète pas des choses qui sont trop chères. J'aime économiser l'argent et avoir comme un nest egg. Quelque chose comme un buffer. Mais honnêtement, comme vous avez dit, je dépense des milliers de dollars en marketing. Chaque mois, au moins 45 000 $ américains en marketing. Au moins l'année dernière, juste en promoteur, pas ads, promoteur comme des personnes, on a payé environ 300 000 $ américains l'année dernière. Alors pour nous, notre but, c'est de réinvestir dans le business. Alors oui, on économise de l'argent, mais le point, c'est de le remettre dans le business. Parce que pour moi, oui, le off-plan m'a donné 100% dans 1 année et demie. Très bon, je suis content avec ça. Mais l'entreprise peut te donner plus. Ton meilleur investissement, c'est toi-même et ta business. Puis c'est comme ça que toi aussi, tu réfléchis 100%, en tant qu'entrepreneur. Le reste, c'est pour sécuriser ton futur. Puis si la business, we never know, il arrive quelque chose, ben au moins tu as ça, des assets qui sont sécurisés pour le futur. J'ai vu une vidéo où quelqu'un disait, OK, quand tu gagnes beaucoup d'argent, tu dois avoir comme un bucket. Et tu dois mettre le bucket dans les airs et l'argent va tomber dans le bucket. Et parce qu'un jour, il va arrêter de pleuvoir. Alors, il faut faire ça quand tu peux. Parce que c'est pas nécessairement que le business setup ou l'immobilier va arrêter, c'est que peut-être des choses vont changer dans ta vie. Peut-être tu vas avoir un cancer ou quelque chose de mal. Tu sais jamais. Et si ça se passe, tu dois être protégé pour toi et ta famille. Aussi, pour moi, c'est très important d'avoir un big buffer parce que moi, j'ai plusieurs employés, comme vous avez dit. Juste dans l'équipe, juste pour la création de société, juste dans cette équipe, c'est 15 personnes. Et moi, c'est très important que, oui, moi, j'ai mon buffer, mais moi aussi, je veux qu'eux, ils ont leur buffer aussi. C'est pas juste par rapport à moi parce que j'ai 15 personnes là. J'ai dans mon équipe de comptabilité, mon équipe d'immobilier aussi,
Et c'est tout important pour moi. Alors, je veux être sûr que tout le monde est bon. Ouais, ils sont stables financièrement, Ouais. ils ont leur situation financière. Fait que, par exemple, pour les expatriés qui nous écoutent, qui vont venir s'installer ici, qu'est-ce qu'ils ont besoin de mettre en place comme habitude, comme au niveau de leur situation financière? Notre chaîne YouTube Capital Nomade, elle sert à ça. Vous pouvez aller dessus. On explique tout comment gérer vos finances en tant qu'expatrié. Ouais. Mais ce podcast-là aussi peut revenir un petit peu sur ces sujets-là. Toi qui es expatrié ici, c'est quoi les bonnes habitudes finalement à mettre en place? Donc, tu me parles d'un buffer, un fonds d'urgence, l'investissement aussi pour le long terme, c'est ça? Ouais, 100%. Alors, comme avec toi en bourse, Ouais. ça, c'est quelque chose de très important. Tu dois le faire et tu dois le faire aujourd'hui. Ouais. C'est pas Ouais. quelque chose que tu commences quand vous avez 50 ans. Ouais. Mais si tu commences quand tu as 50 ans, c'est quand même pas aussi mal que si tu commences si tu avais 60 ans. Ouais, vaut mieux tard que jamais. Ouais. Ouais. Ce que j'ai aimé en On fait peut de ce que dire. tu as apporté tout à l'heure, c'est que ta relation avec ton argent qui est investi en bourse, c'est de l'argent finalement qui est pour le long terme. Ouais, 100%. Tu ne penses pas faire de l'argent en 1 an, 2 ans avec cet argent-là. C'est long-term thinking, c'est create wealth, generational wealth eventually. Fait que ça fait en sorte finalement que tu as vraiment une bonne relation avec ton argent. Donc, pour tous ceux qui nous écoutent, c'est vraiment important que vous gardiez en tête que lorsqu'on met de l'épargne de côté, il faut comprendre cette épargne, elle sert à quoi. Ce qui est en buffer, on le garde en cash, c'est finalement des fonds d'urgence pour payer tes employés s'il arrive quoi que ce soit. Et ensuite de ça, finalement, il y a différents moments où on a besoin de notre argent. Et en fonction de quand est-ce qu'on a besoin de notre argent, on va chercher différents véhicules financiers. Ce qui est long terme, on peut aller faire de l'immobilier, du stock market. Et ce qui est un petit peu court terme, mid-term, je sais pas si toi, comme tu es super jeune, tu as ces classes d'actifs, mais des bonds ou finalement des véhicules financiers qui sont moins volatiles. Ouais, en ce moment, non, Ouais. j'en ai pas. Est-ce que tu as quel âge, Kevin? J'ai 25 ans. 25 ans. Ouais, ouais. OK. On a le même âge. Yes. Ouais, c'est parfait. Ouais. J'ai une blague à notre société à Dubaï. Je dis toujours que j'embauche seulement des gens qui ont 25 ans. Mais maintenant, tous mes employés, je viens juste d'embaucher quelqu'un, il a 45 ans. Alors, j'ai détruit mon track record. Détruire le range. Ouais, c'est terminé. Mais non, j'ai pas d'action comme de bonds ou quelque Ok. chose de très, très... J'ai du cash Ouais. qui est en intérêt élevé, comme Ouais. 6%. Parce Ouais. qu'ici à Dubaï, on a des... Ouais, avec comptes- WeO Bank, Ouais, je sais. ouais, 6%. Ouais, 6% Très bon. d'intérêt élevé. Ouais, ouais. Et Jensen, on est je sais pas si je t'ai dit, mais on est le partenaire numéro 1 avec WeO Bank. Ah ouais. Ah, Ouais, wow, on ouvre cool. plus de 100 comptes par mois avec eux. Alors, on ouvre environ 40 à 60 sociétés ici par mois, Ouais. mais on a beaucoup de clients qui viennent à Genzone juste pour qu'on les aide avec les comptes de WeO Business. Ah Ok. ouais. Parce que si ton compte n'est pas ouvert la première fois, c'est fini. Ah Tu ouais. peux pas faire une autre application. Ah ouais. Alors, ouais, on est allé à F1 avec eux. OK. Abu Dhabi, c'était très bon. Nice, ouais, c'était très bon, j'imagine. Et gratuit, merci beaucoup, tu sais. Ouais. Mais oui, par rapport aux actifs, je pense que c'est très important d'avoir de l'argent dans de l'immobilier, avoir un mix de différentes choses. Ouais. Et une chose très importante à dire, c'est que oui, notre société gagne de l'argent et si je pourrais, je mettrais tout mon argent dans la société encore, mais une société, après que ça grandit à un point, il est impossible de réinvestir tous les profits dans Ouais. la société. Ouais. Ouais. C'est pas possible. Ouais. Il y a un max. Ouais. Comme si tu gagnes, par exemple, 100 000 $ par mois. Ouais. Tu peux pas mettre 100 000 $ par mois dans la business. C'est Ouais. pas possible. Il y a une limite. Ça pourrait être Ouais. 20 000, 30 000, 40 000, Tu 50 serais 000. brûlé de l'argent en fait de Ouais, faire ouais. ça parce que tu peux pas payer 100 000 de ads puis Non, juste tu peux rajouter pas. des employés tout Ouais, le temps tu scaler peux tout pas. ça. À un moment donné, la niche sur laquelle tu te concentres, il y a un maximum aussi de leads que tu peux aller chercher. Je pense que vous l'avez vraiment finalement bien optimisé. Ouais. Et moi, ma question pour toi, c'est qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui viennent ici qui mettent pas de système en place au niveau de leur situation financière. Pour un salarié finalement qui a un revenu stable chaque mois, extrêmement facile finalement de se dire bon ben tous les mois, je save par exemple 20% de mon salaire, je mets dans le stock market et je me garde un buffer. Est-ce que toi en tant qu'entrepreneur, tu t'es mis des systèmes où tu fais des monthly contributions vers un certain type d'investissement ou c'est pas nécessairement des systèmes que tu as mis en place puis c'est juste ponctuel quand tu as du cash flow? Je vais être honnête. Honnêtement, j'ai pas nécessairement un système. Ok. Je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose, mais oui, chaque mois, je mets de l'argent dans la bourse. Ok. Alors, dans des stocks, S&P 500, des choses Très, très simple. très simples. Super. Il y a des choses que tu peux investir qui sont mieux, des meilleurs produits. Mais Ouais. pour moi, c'est simple, je le mets dans ça. OK. Mais honnêtement, j'ai beaucoup d'argent dans l'immobilier Ouais. parce qu'on a plusieurs propriétés. Alors pour moi, c'est important aussi d'avoir du cash pour payer ses propriétés. Ouais. Si quelque chose passe dans le marché, les rentes baissent. Ouais. Honnêtement, c'est pas possible que la rente pour une propriété, elle va baisser moins que le prix du mortgage. Ouais. C'est pas possible parce que, par exemple, je gagne 12 000 par mois et mon mortgage, c'est 7 000. C'est pas possible que ça va aller à la moitié. Ouais, ouais. Mais c'est juste bon d'être préparé, juste au cas où, tu sais jamais. Mais moi, j'ai beaucoup de cash et quand je vois une opportunité
par exemple, dans les marchés financiers Ouais. et je vois un grand dip, Ouais. je vais acheter. Ouais. Aussi en crypto. Ouais. L'année dernière, quand Trump a commencé avec ses tarifs, j'ai mis littéralement comme beaucoup d'argent quand Ethereum était à environ 2000 et ensuite baissé à 1300, 1400. Ouais. J'ai mis comme littéralement tout mon portefeuille dans ça et j'ai doublé, triplé. Je l'ai vendu. Ouais. J'ai déjà vendu à 4200, 4300. Ok. Alors, quand je vois des opportunités comme ça, je le mets. Ouais. Mais aussi, j'ai beaucoup de cash que je garde juste au côté, jusqu'au cas où. Après ça, c'est ça qui est un peu différent pour tout le monde qui va nous écouter. C'est que comme on a 25 ans, on a des appétits au risque finalement qui sont vraiment différentes que mes clients qui bâtissent leur retraite, qui ont 40, 50 c'est ans, différent. 60 ans, c'est différent. Mais c'est intéressant de savoir que c'est ça, il y a des deals à prendre comme ça. Si vous voulez les faire, vous les faites avec une petite partie de votre portefeuille. Là, Kevin a tout mis dans l'Ethereum quand les tarifs ont tombé. Non, c'était pas tout mon argent, c'était tout mon argent. Donc, parce que j'avais de l'Ethereum et je l'ai tout vendu pour du stablecoin, USDT. Et ensuite, à ce point-là, on l'a mis en Ethereum parce que je le gardais en stablecoin pour 2 ans. J'avais en stablecoin pour 2 années. Et j'ai attendu, à ce moment, j'ai dit, OK, parfait, voilà. Boom. Et ensuite, j'ai fait un profit de 100%, 150%. Mais même ça, honnêtement, ça serait mieux de prendre cet argent et le mettre en off-plan. Parce que j'ai gagné le même argent avec off-plan. Avec off-plan, Puis t'es sur du tangible, La seule différence, c'est que avec le off-plan, si tu veux le vendre, ça sera plus lent. Exactement. Ça serait pas instantané sur un clic. Autant liquide ou quoi que ce soit. Ouais, Moi, ce que je suis en train de regarder liquide. beaucoup ici sur Dubaï, c'est un mix entre crypto et immobilier ici. Parce qu'ils ont tokenisé beaucoup de assets immobiliers ici. Ouais. Il y a des compagnies comme Stack, finalement, qui te permettent justement d'acheter de l'immobilier tokenisé. Donc là, c'est comme ça que je me vois peut-être plus investir dans les prochaines années. Je suis un peu un Pavel Durov, finalement. Le CEO de Telegram qui dit qu'il faut own nothing et puis vraiment être capable d'être extrêmement malléable avec son patrimoine. Et quoi, j'ai acheté un terrain en Indonésie, donc c'est aussi ça très, très différent parce que là, c'est vraiment du physique, mais c'est pour un autre projet qui est vraiment plus familial. Mais non, c'est vraiment le fun, en tout cas. Kevin, c'était un vrai plaisir de t'avoir avec nous. Moi, ce que j'aimerais, pour aller vers la fin, c'est plutôt aujourd'hui quelle mentalité qu'il faut avoir pour tous ces entrepreneurs qui vont éventuellement venir ici. C'est quoi le thinking, le mindset qu'il faut avoir ici à Dubaï pour être successful? Je pense que c'est pas juste pour Dubaï, mais je vais vous dire quelque chose. Quand je travaille avec n'importe qui et ils voient comment je parle, comment j'agis, ils vont toujours me dire, Kevin, tu prends quoi? Est-ce que tu prends des drogues? C'est quoi le bonbon que tu manges? Et c'est que moi, quand je fais quelque chose, c'est comme une guerre. Mon business, j'ai des compétiteurs et eux, ils sont en guerre avec moi. Alors pour moi, mon mindset, ma mentalité, c'est si tu veux avoir du succès, tu dois littéralement détruire les compétiteurs. S'ils font quelque chose, fais-le mieux. S'ils travaillent fort, travaille plus fort. Et s'ils sont intelligents, tu dois être plus intelligent. Si eux, ils investissent de l'argent, mets plus d'argent. Et ça, c'est ma mentalité. Tu peux pas être relax. Si tu viens à Dubaï et tu as déjà un business qui gagne 50 000 $ par mois ou 10 000, 20 000, n'importe quoi, par mois, viens pas à Dubaï avec le mindset de « Oh, OK, je vais venir ici, je vais économiser cet argent et je vais prendre cet argent et aller à Bali et me divertir là-bas. » OK, tu peux le faire, mais pour moi, c'est si tu veux grandir, si tu veux vraiment faire beaucoup d'argent et avoir beaucoup de succès, ça, c'est pas qu'est-ce que tu vas faire. Tu dois le faire, tu vas prendre cet argent économisé et l'utiliser pour t'aider. Parce que la même personne qui est restée au Canada ou en France et qui peut pas économiser cet argent en impôts, lui, il perd cette opportunité. Ça, c'est l'opportunité que maintenant vous avez. Et même si c'est que tu prends cet argent et tu le mets en bourse, après 10 années de bourse, ça, c'est des millions de dollars. Littéralement, 100 000 $ pour 40 ans, c'est combien? Environ 3-4 000 $. Ça double, en fait, la bourse toutes les 10 ans. Voilà. Donc, alors, imagine si tu économises 50 000 par année et tu le mets en bourse chaque année, même si tu es salarié, tu travailles à Dubaï et tu veux juste préparer pour ton futur, pour la retraite. Il faut que tu le fais maintenant. Il faut que tu le fais avec une mentalité agressive. Moi, je pense que même si tu n'es pas entrepreneur et tu gagnes un salaire,
tu devrais être agressif dans la façon où vous économisez. 100%. 100%. Puis Ouais. pour conclure, je suis un peu curieux parce que toi, tu fais affaire avec énormément d'entrepreneurs, des gens qui viennent s'installer ici. C'est quoi un petit peu les erreurs que les expatriés font avant, pendant, après leur expatriation ici sur Dubaï ou aux Émirats en général? Je pense que j'ai vu plusieurs gens qui se préparent pas bien pour le déménagement à Dubaï. Ils pensent que, OK, je vais aller à Dubaï et je vais juste vivre et c'est tout. Mais il faut que tu aies un bon plan en termes de vraiment la partie de se détacher du Canada, de la France pour la fiscalité. De bien se préparer. Ouais, alors prépare-toi bien. Il faut bien soumettre les documents. Parce qu'il y a des gens où ils vont s'établir à Dubaï, ils viennent à Dubaï, ils pensent qu'ils économisent de l'argent en impôts. Et après 5 ans, ils ont découvert, oh merde, je suis quand même imposable au Canada ou en France. Ouais. J'ai Ils se font pas avoir déclaré ça. quelques années après, et puis Ça se passe beaucoup. ça arrive souvent. Alors, c'est Ok. pas juste ouvrir une société à Dubaï. Comme j'ai dit, travaille avec un expert qui peut t'expliquer le processus, qu'est-ce que tu dois faire, qu'est-ce que tu dois déclarer, pas déclarer, Ouais. pour que tu pourrais être imposable ici légalement. Alors, je pense que ça, c'est quelque chose que j'ai vu parce que j'ai même entendu d'un scénario où quelqu'un a sauvé des millions de dollars juste pour découvrir que ce temps, c'était pas un temps zéro impôt, c'était un temps 50% impôt. Et Wow. ce gars a dépensé l'argent. Ouais, Wow. ouais. Alors, c'était un grand problème. Ouais, tu peux te faire rattraper après. Ouais, il faut vraiment bien s'informer, bien se faire accompagner également avant son départ, puis à son arrivée ici, revérifier. Je pense aussi que c'est Ouais, important. ouais, S'assurer que la structure elle est bien faite Ouais. et puis qu'on est plus résident fiscal Ouais. de notre ancien pays si on vient s'installer ici à long terme. 100%. Et je dirais la deuxième chose, c'est parce que, encore, comme j'ai dit, si tu restes au Canada, tu vas payer cet argent en impôt. Mais quand tu viens ici, tu l'économises. Ouais. Je pense que aussi, si tu n'es pas prêt à prendre charge de cet argent additionnel et tu n'as pas le mindset de OK, je vais le réinvestir, tu vas juste le gaspiller. Ouais. Alors, j'ai même vu beaucoup de scénarios où j'avais des clients où ils ont économisé beaucoup d'argent en impôts, mais ils l'ont gaspillé Ouais. pour le lifestyle. Exactement. Et après, ils ont même gaspillé encore plus qu'ils auront gaspillé au Canada, par exemple. Ouais, ouais. Parce qu'en fait, il faut que le move ici soit un move financier intelligent, parce que pour la Ouais. majorité du monde, c'est pour la fiscalité. Fait qu'il faut pas se faire attraper par le Dubai lifestyle, sortir tous les soirs, dépenser son argent. C'est parce très que facile ici. Ici, c'est Au extrêmement Canada, il n'y a facile. rien à faire. Ouais. C'est moins 40. Tu peux même pas ouvrir la porte pour sortir. Littéralement, la neige est comme te Exactement, bloque. trop de Ouais. neige. Non, Ouais, ici, tu peux par pas contre, sortir. fait tout le temps beau, fait tout le temps chaud. Les restaurants, c'est les meilleurs restaurants Oh, du monde. littéralement, les meilleurs. Ouais. La nourriture ici, c'est top. Ouais, Exceptionnel, ouais, ouais. ouais. Même les Exceptionnel. petits restaurants de coin de rue ou peu importe, Sont c'est tellement vraiment bons. top nourriture, Ouais. top qualité. surtout. Les jus frais, la Ouais. nourriture fraîche. Oh, man. Ouais. C'est littéralement tellement bon. Tu peux. Mais une chose à dire aussi, c'est que oui, tu peux gaspiller beaucoup d'argent en lifestyle, mais Ouais. il y a beaucoup de restaurants, de choses que tu peux faire ici où tu n'as pas besoin de gaspiller beaucoup d'argent. Ah, tu peux payer vraiment pas cher pour avoir un super lifestyle. Là, moi, j'ai La- des amis qui vivent à Ras El Khaimah. Ouais, Ils, ça dépensent, aussi. ils dépensent rien pour Ouais, tout. ouais. Là. Ouais. Ils dépensent rien du tout. T'imagines, tu fais 40 000 par mois à Ras El Khaimah, puis tu as de la difficulté à dépenser plus que 5 000 parce que ton loyer est vraiment pas cher, la nourriture coûte vraiment pas cher. Il faut comprendre que ici, ton lifestyle dépend de la communauté dans laquelle tu vis. Ouais. Puis si tu choisis bien ta communauté en te préparant justement, comme on disait tout à l'heure, ben, tu es vraiment capable d'avoir des dépenses super faibles puis manger comme un king. Ouais, 100%. Ouais. Et même par rapport aux choses comme les assurances de vie ou health insurance, right? Ouais. Ici, moi, pour une année au complet, je pourrais payer 1000 dirhams, seulement comme $300. J'ai une assurance pour environ 6000 dirhams. Et ça me couvre pour littéralement tout. Je peux aller au docteur quand je veux, gratuit, c'est tout couvert, blablabla. Au Canada, on n'a pas ça du tout. Ouais. Tu vas au docteur, tu c'est restes tes en impôts pour qui- deux journées. Ouais. Tu vas dormir là. C'est tes impôts qui payent ça, puis en plus de ça, il y a des médicaments qui couvrent pas l'assurance, puis en plus, il faut que tu payes. Fait que tu payes Ouais. 50% pour avoir. Ben là, on va pas parler des systèmes voilà, de médecins au Canada ou, Mais c'est ou ailleurs. difficile, c'est difficile. Ici, c'est bon. Je te dis qu'ici, c'est facile. Non, je sais, je Ouais. sais. Mon frère s'est Ouais. dépoîté l'épaule il y a environ 3-4 jours. mon Ouais, frère, ça fait une semaine, au Soccer, approximativement une semaine. Ouais. On est rentré dans l'hôpital, boum, les urgences, tac, ça s'est super fait rapidement. Ils l'ont Ouais, il doit replacé- se faire opérer. Ils l'ont ça va replacé se passer, l'épaule, ouais. il se fait opérer, c'est couvert par les assurances avec le travail, puis tout ça. Fait que vous pouvez avoir accès à une protection aussi pour votre famille, puis des assurances Ouais. pour vraiment pas cher. Puis ça fait en fait partie, c'est vrai, des erreurs que les gens
gens font quand ils arrivent ici. Ils regardent pas ce genre de choses, mais se protéger, c'est super important. 100%. Surtout parce que vos employeurs ont pas tout le temps les meilleurs packages. Des fois, ça, prendre une complémentaire, ça peut vraiment Il y a être assurance maladie grave également qui est à regarder, qui est à vérifier, assurance vie, etc. Vraiment se protéger, super important. Surtout quand on est un expat, on est à l'international. Vérifier aussi, souvent les gens, quand ils partent de leur pays, ils gardent leurs assurances internationales en pensant que je suis protégé au même niveau que je l'étais quand j'étais dans mon pays, mais du tout. Il faut vraiment réviser ça. Il y en a certaines qui peuvent fonctionner, mais pas pour tout. Donc, c'est important de venir réviser ça, s'assurer que tout est parfait à ce niveau-là. Ouais. La dernière chose que je dirais, c'est si vous avez une famille avec des enfants et tu veux mettre tes enfants dans les écoles ici, c'est très cher. Les écoles ici. Exactement. Ça, quand tu arrives ici avec gratuit. une famille, il faut vraiment bien planifier. Ouais, Il faut vraiment faire ses recherches. On peut vous aider. Enfin, là, moi, je commence à connaître un petit peu chaque communauté, les prix des écoles, tout ça, parce que je l'ai fait pour plusieurs de mes clients. Mais il faut bien magasiner, comme on dit en québécois, puis s'assurer finalement que selon notre budget, le salaire qu'on s'attend, notre enfant serait capable d'être scolarisé adéquatement. Oui, exactement. Parce que les prix pourraient varier de 5 000 € par année. J'ai un client, il a mis son enfant dans une bonne école pour environ 35-40 000 € pour une année. Et l'enfant a littéralement 7 ans. Non, c'est ça. Ils vont apprendre Ils apprennent à dessiner, puis ça coûte 35 000 € par année. Puis d'autres places, ils apprennent à faire des dessins. Ils vont bien apprendre à dessiner à cette école. Exactement. Bon, j'espère que ce sera des mini Einstein finalement. Mais pour finir sur une note un peu positive, pour que tout le monde finalement comprenne un petit peu qu'est-ce qu'on veut faire aussi avec ces podcasts-là, puis tout ça. Faire de l'argent, c'est super. Je pense qu'on est vraiment chanceux. En fait, on est jeunes, on fait des super revenus et tout ça. Mais n'oubliez pas de mettre de l'argent de côté, d'épargner, d'investir, de vous éduquer financièrement. C'est super important. C'est ce qu'on veut faire finalement. C'est apporter de la plus-value en vous éduquant à travers ces podcasts. Faites vos propres recherches. Vous êtes les meilleures personnes qui sont qualifiées pour prendre le contrôle de votre situation financière. Et si vous avez besoin d'aide, vous avez des professionnels comme Kevin, comme moi, qui pourront vous aider finalement à naviguer les marchés, à naviguer le marché immobilier, boursier, ou à venir même vous installer ici avec un budget finalement qui est solide. Donc, Kevin, je peux juste te remercier. C'était un podcast incroyable. Merci beaucoup, mon Kevin. Merci. On va faire beaucoup de business ensemble avec Kevin. Vous allez voir que finalement, quand vous allez avoir accès à moi ou à mon équipe, Kevin ne sera jamais très très loin si vous avez besoin d'aide pour des setups de corporation, même pour l'immobilier. Donc, c'était un plaisir de tous vous avoir. Puis on se dit au prochain podcast de Capital Nomade. Ciao, ciao. Merci à tous.